sachez que cette conférence ou table ronde est interactive. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, si vous vous manifestez, s'il vous plaît, en levant la main, vous pourrez également intervenir, bien évidemment. Avant toute chose, je vais vous présenter bien sûr nos intervenants. Cette table ronde qui est organisée par la Société académique du Boulonnais, dont je suis le président, vous voyez, c'est inscrit sur le kakémono ou roll-up. Mais comme on est Société académique du Boulonnais, je ne peux pas utiliser des termes anglais, donc on va rester français. Enfin, kakémono, c'est pas français, mais il n'y a pas d'autre terme. Ce panneau publicitaire, oui, déroulant. Voilà. Il est indiqué que nous sommes une société d'encouragement aux arts, lettres et sciences, et également une société éditrice. Alors je le signale tout de suite parce que ça explique pourquoi dans la salle, vous qui êtes acteur économique, acteur, pour une fois spectateur, acteur de la revue et spectateur, et je vous remercie d'être là avant de nous donner un très beau spectacle ce soir, il y a aussi des citoyens passionnés par leur histoire, leur patrimoine, et quand on dit patrimoine, on parle du patois aussi, bien évidemment, et des traditions maritimes. Alors dans la salle, il y a aussi des auteurs, les auteurs de la Société académique, j'en vois un en tout cas, Hervé Lebeur. Ça me permet, Hervé, bonjour. Ça me permet de rappeler que nous éditons depuis fort longtemps. La Société académique est une vieille association culturelle boulonnaise qui est tombée un peu en désuétude dans les années 1960, qui a été relancée en 1980 par le docteur Jean-Pierre Dickès jusqu'à son décès. Et puis il y a 2 ans, je prenais la relève en gardant bien en tête qu'il s'agissait bien d'une société d'encouragement aux arts, lettres et sciences. Et c'est pourquoi nous avons créé un concours littéraire dont les prix ont été remis dernièrement à un auteur de nouvelles, à un auteur de poèmes, 2 ouvrages qui sont actuellement en librairie, pour ceux que ça intéresse. Et ils ont été tous les 2 primés à ce concours littéraire, donc Dominique Paty et Hervé Dupré. Et puis nous sortons depuis peu aussi le dernier roman historique d'Hervé Lebeur, le fabuleux destin d'Alexandre à l'âge d'or de Boulogne-sur-Mer. Donc pour vous qui suivez l'histoire de Boulogne, vous savez que l'âge d'or c'est le 19e siècle, qui a été une superbe période pour Boulogne et le Boulonnais. Voilà, donc société d'encouragement, vous avez l'explication, société éditrice également. Pourquoi une table ronde sur le patois? Eh bien, tout simplement parce que j'ai lu comme vous peut-être en 2022, donc c'est très récent, l'année dernière, un dossier paru dans La Voix du Nord sur le patois boulonnais, dans lequel Philippe Blanchet, ici présent, qui est enseignant à l'université de Rennes, il était interviewé sur le patois d'aujourd'hui et sur l'avenir du patois. Et il avait émis quand même, il avait tiré un peu la sonnette d'alarme, et ça m'avait un peu interpellé parce qu'il signalait à ce moment-là déjà que si les Boulonnais ne prenaient pas en main la destinée du patois, celui-ci risquait fort bien de disparaître. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, la Société académique qui a publié plusieurs ouvrages par l'intermédiaire de Jean-Pierre Dickès sur le patois ne peut pas rester insensible à cet appel du pied. Et donc j'ai cherché quelle solution je pourrais apporter à notre modeste dimension, hein, parce qu'il y a plusieurs membres de la Société académique ici présents aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Et il y a des membres actifs au sein de cette société. On s'est interrogé, et oui encore, ça devient difficile dans les associations culturelles de trouver des cadres, mais voilà, je vous remercie. Mais il y en a quand même, heureusement. Et donc on s'est demandé quelle action on pourrait mener, et m'est venue cette idée de table ronde, pour essayer de rassembler tous les acteurs qui sont concernés par ce sujet, le patois boulonnais. Alors je ne devrais pas dire patois, on le précisera tout à l'heure, on devrait parler de langue régionale, on va y venir. Donc cette table ronde, on l'a imaginée, on l'a construite, d'abord avec Philippe Blanchet, que j'ai appelé assez rapidement, qui m'a donné son accord de principe très rapidement aussi, je le remercie d'ailleurs vivement. Il m'a répondu, quand il s'agit de défendre une langue régionale, moi je suis tout de suite là, donc ouais, c'est vrai, il est là. Et puis, le hasard faisant bien les choses, parfois, j'ai découvert l'existence de Catherine Suchavicki sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Qui parlait évidemment de l'école-musée, vous savez que c'est son bébé, l'école-musée de Boulogne, mais elle parlait aussi de patois. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être quelqu'un
auprès de qui je dois me rapprocher parce qu'elle a peut-être des choses à m'annoncer, à me dire. Effectivement, elle avait en tête de créer un groupe de travail sur ce sujet-là parce qu'elle avait vu passer la loi Molac de 2021, la circulaire de 2021 dont nous parlerons tout à l'heure, qui a permis, qui nous permettra aussi de franchir peut-être un échelon supplémentaire dans la bonne voie pour sauver justement notre patois boulonnais, pour essayer de le transmettre aux jeunes générations. Et donc, Catherine m'a dit, on peut en parler, bien sûr. On s'est rencontrés en juin dernier. On a organisé ensemble aussi cette table ronde. Voilà, puis le groupe de travail s'est réuni. Et on a travaillé déjà sur quelques pistes de réflexion sur cette table ronde, bien évidemment. Et on vous parlera aussi de ce groupe de travail tout à l'heure. Catherine vous en parlera, bien évidemment. Autour de cette table, donc, Catherine Suchaniki, que je vous ai présentée, enseignante à l'Université du Littoral. Quelques mots sur peut-être la spécificité. Alors, mon métier principal, c'est quand même... Alors, est-ce que vous entendez Catherine? Mon métier principal... Bon, on va reprendre le micro. Alors, si tu veux bien prendre le micro. Appuyez en dessous, il y a un petit... Je suis pas artiste. Oui, alors si Raphaël, où il est arrivé, il est bien là. Voilà, vous pouvez venir sur scène. Il y a votre place. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, donc je disais, mon métier principal c'est quand même responsable de l'école musée, et en fait dans le cadre de mes fonctions, nous avons en fait à Boulogne-sur-Mer la chance d'avoir un master didactique des langues et ingénierie de la formation, qu'on a appelé plus communément autrefois le FLE, qui veut dire français langue étrangère tout simplement. Et dans le cadre en fait de ce master, la responsable justement de ce master, qui s'excuse d'ailleurs de ne pas être présente aujourd'hui, Émilie Perrichon, m'avait demandé, je pense que c'est il y a 8 ans déjà, de donner un cours auprès des élèves, notamment sur l'histoire de l'enseignement, qui est forcément ma partie, puisque je dirige un musée sur l'histoire de l'enseignement. Et bien sûr, aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, et c'est pour ça aussi que je publie sur les réseaux sociaux dans ce cadre, c'est que l'école-musée, c'est avant tout un lieu de préservation. Il y a aussi l'exposition, bien sûr, mais c'est surtout un lieu de préservation et de réflexion sur toutes les éducations, déjà. C'est pas un musée d'éducation nationale, mais vraiment de toutes les éducations. C'est un laboratoire où on analyse. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu cette circulaire, et je sais aussi que les Boulonnais sont très attachés à leur patrimoine, puisque j'ai quand même, ça fait 22 ans que je travaille à la ville de Boulogne et j'ai commencé au patrimoine de la ville, donc je sais l'attachement que les Boulonnais ont à leur patrimoine, et j'avais lu les mêmes articles que vous, M. Arbard, voilà, Moi, Philippe, on a franchi un cap là ce soir. Et je suis acceptée. Je vais peut-être rentrer à la société académique. Pourquoi pas. Et donc, l'idée de l'école-musée, c'est quand on voit comme ça que, moi je vois aussi que la société académique se pose la question, que des Boulonnais se posent la question. Moi, mon regard se porte surtout sur la jeunesse. On dit souvent que la jeunesse se détourne de son patrimoine. Moi, je pense que c'est faux. Alors, il faut savoir utiliser certains leviers. Donc, par exemple, moi, pour faire une exposition sur l'étude, les leçons de choses, je pense que vous avez connu ce terme, cette leçon à l'école, hein, et ben, cette exposition, elle s'est tout simplement appelée Arguette, ça pousse. Tout simplement pour, justement, vous voyez, par un mot qui est endémique, hein, puisque moi, je suis issue du bassin minier, on ne dit pas Arguette, hein, on dit Ravis. Et donc, mais ce mot, il a interpellé, je l'ai su après coup, mais en fin de compte, on n'a jamais eu autant de jeunes qui sont venus visiter cette exposition, juste par curiosité de découvrir ce que ce mot renfermait. Et donc, c'est de là aussi que toutes les réflexions se sont portées. Après, j'ai vu l'article. Et l'école-musée, bien sûr, se doit, si des choses se mettent en place, d'être un observateur, de pouvoir justement voir comment cette préservation va se mettre en place, et puis si elle peut donner un coup de main pour que justement ce patrimoine soit préservé, ça sera vraiment de bonne alloi. On en reparlera évidemment tout à l'heure.
l'heure. Merci Catherine. On parlait de personnes excusées. Alors, je dois excuser aussi Dominique Pour, qui ne pouvait pas être parmi nous cet après-midi, et puis Evelyne Jordance, bien sûr, qui est adjointe au patrimoine, qui est aussi comédienne de la revue locale, mais qui malheureusement ne peut pas être des nôtres cet après-midi. Voilà. À côté de Catherine, Marie-Claude Bontemps. Marie-Claude Bontemps est membre de la Société académique, mais elle est aussi une ancienne Zabel de la revue, et elle est aussi ancienne animatrice de l'école du patois, dont nous parlerons tout à l'heure. C'était dans les années 90. Voilà. Nous avons également dans la salle Stéphane Thieria, des Soleils Boulonnais. Voilà. Il y aura l'occasion de parler tout à l'heure aussi de cette belle expérience, parce que c'est par l'éclairage du passé qu'on peut travailler sur le présent et sur l'avenir. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir. Jean-Pierre Ramé aussi. Et Jean-Pierre Ramé, voilà, qui avait annoncé sa venue, il est là, c'est super, merci. Également, la Maison de la Beurrière fait partie de notre patrimoine. C'est aussi un musée qui défend le souvenir de ce boulonnet d'antan que nous aimons tant. Et puis Sylvie Danger, que les boulonnais, même au-delà, connaissent, bien sûr, en tant que comédienne, en tant qu'autrice, en tant que, comédienne et autrice, c'est déjà beaucoup, voilà. Je veux dire metteur en scène, mais non, pas encore, ça va venir. Et puis autrice, donc, pour la revue de Boulogne-sur-Mer, pour sa compagnie aussi, Sylvie Enco, qui rayonne partout dans le Boulonnais, et qui nous apportera aussi, bien sûr, son éclairage sur son utilisation, sur sa vision du patois d'aujourd'hui et de demain. Elle vient de sortir un livre aussi, quand on parlera de transmission tout à l'heure, elle aura bien sûr son mot à dire sur le sujet. Et puis Philippe Blanchet, j'ai commencé à parler de lui tout à l'heure, qui nous vient de Rennes, universitaire de Rennes, bien sûr, plus précisément professeur de sociologie linguistique. De sociolinguistique. De sociolinguistique, voilà. Et à qui je vais demander tout de suite, mais bien sûr, si vous voulez intervenir, Catherine, sur le sujet, pas de problème. Raphaël, bien évidemment. Il y a un micro dans la salle, donc mes camarades de la Société académique vous passeront le micro pour intervenir si vous le souhaitez. Hein, vous faites un petit signe de la main et puis on vous fait circuler le micro. Un petit rappel tout de suite d'abord sur les langues régionales. Voilà. D'abord, c'est quoi une langue régionale? Quelle est la place du patois boulonnais dans les langues régionales? Elles sont nombreuses quand même dans notre pays. Voilà, ce petit rappel il est indispensable. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre le micro pour éviter de me casser la voix pour la soirée. Merci de m'avoir invité ici. Je découvre Boulogne et le Boulonnais, mais je connaissais un peu les questions des langues de votre région pour avoir travaillé avec des collègues de l'université d'Amiens depuis quelques années. Juste un petit mot pour vous dire pourquoi je suis là, peut-être, ça peut être utile aussi que vous sachiez de quel point de vue je parle. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'université Rennes 2, en sociolinguistique. La sociolinguistique, c'est la science qui étudie la place des langues dans les sociétés. Voilà pourquoi socio et pourquoi linguistique. Et ça fait un peu plus de 40 ans que j'étudie la place des langues en France, y compris la place du français. Alors il y a des situations que je connais un peu mieux. Moi, j'ai fait ma thèse sur ma propre région, je suis provençal. Et donc sur l'arrivée du français en Provence, la place que le français a pris en Provence, et la place de notre langue qui est le provençal, qui est la mienne aussi. Et puis j'ai obtenu un poste à l'université Rennes 2, capitale de la Bretagne, il y a plus de 30 ans maintenant. Et donc je me suis évidemment intéressé à la situation bretonne. J'ai voulu comparer toutes les situations régionales, parce que c'est important d'avoir aussi la vision d'ensemble. Alors, la désignation langue régionale est un terme qui a été inventé par le ministère de l'Éducation nationale dans les années 60 et qui apparaît la première fois dans un texte en 1966 pour désigner des langues qu'on ne savait pas trop comment qualifier parce qu'elles occupent une place compliquée ou qu'on a rendue compliquée à côté d'une autre qui est la langue dite nationale, qui est le français depuis... Alors concrètement, petit à petit depuis la Révolution française, mais comme vous le savez officiellement depuis 1992, qui est relativement récent. Et donc voilà, pour dire qu'on parlait de langue de France. À l'époque, l'expression langue de France n'existait pas encore, elle a été inventée en 1999. Mais pour parler de langue de France, qui n'était pas la langue nationale française, on a dit langue régionale. Ce qui est un terme qui n'est pas toujours bien accepté, d'abord parce que ces langues n'ont pas toujours été régionales. Il y a eu une époque où quand ces pays étaient indépendants, elles étaient nationales aussi. Et puis parce que régional a tendance à les enfermer dans un sous-espace,
du coup à faire comme si elles avaient un intérêt peut-être un peu moindre qu'une autre langue, alors que toutes les langues sont dignes du même intérêt, bien sûr. Le mot patois est un mot qui existe en ancien français, qui est un mot au départ à connotation plutôt péjorative, hein, qui sert à dire qu'on parle quelque chose qui est une sorte de jargon pas bien compréhensible et pas très organisé, et c'est un mot qui a commencé à être développé à la fin du XVIIIe siècle et surtout à partir de la Révolution française pour déconsidérer les autres langues et pour faire en sorte de faire croire aux gens qu'il y avait des langues inférieures et des langues supérieures, et que donc les langues supérieures s'appellent des langues, et que la supérieure à toutes, c'est le français, et que les autres langues ne sont pas des langues, et pour dire qu'elles ne sont pas des langues et qu'elles sont inférieures, on a répandu dans la population le terme patois. Alors ce terme a bien pris, surtout dans les endroits où les gens avaient du mal à nommer leur langue. Vous savez, les langues sont souvent nommées à partir du territoire et du sentiment d'identité de la population qui y vit. Le provençal s'appelle provençal parce que c'est la langue de la Provence et que la Provence était un État à peu près indépendant jusqu'à la Révolution française et que les Provençaux ont gardé l'idée d'être un peuple d'une certaine façon qui a sa propre langue. Le breton s'appelle breton parce que de toute façon, on ne peut pas faire croire que c'est une sous-variété du français parce que c'est une langue très différente du français, tout comme le basque, ou tout comme le corse ou l'alsacien, ou pour parler de vos proches voisins, le flamand occidental. Pour les autres langues qui sont de la même famille que le français, dont le boulonnais, dont le poitevin, dont le normand, pour parler de vos voisins aussi, entre vous et la Bretagne, il y a les normands, ce boulonnais que vous identifiez à l'échelle du pays boulonnais, en général, mais c'est à vous d'en décider en fait, hein, les linguistes ont tendance à considérer que ça appartient à l'ensemble picard. Et le nom picard, lui, c'est un nom qui est très établi depuis le Moyen-Âge. Il y avait déjà une grande littérature en picard. D'ailleurs, il s'en est fallu de peu que ce soit le picard qui devienne la langue du Royaume de France à un moment donné. Et votre boulonnais serait le français d'aujourd'hui, et les gens qui parlent la langue de la région parisienne, on dirait qu'ils parlent le patois parisien, ce qui est un peu amusant quand même, se dire que ça aurait pu être tout à fait autrement. Et du coup, alors les gens se sont appropriés le terme, par exemple vous ici, manifestement, c'est plutôt avec ce mot-là que vous désignez votre langue, ce qui n'est pas le cas ni en Bretagne ni en Provence, et du coup il peut avoir perdu sa connotation péjorative. Et quand vous dites patois, peut-être que vous dites ça en parlant d'une langue que vous aimez, que vous avez envie de valoriser. Mais c'est vrai que quand Philippe m'a téléphoné, qui m'a parlé du patois boulonnais, du patois boulonnais, du patois boulonnais, à un moment donné, je lui ai dit, pourquoi vous ne dites pas boulonnais tout court? Pourquoi patois boulonnais? Le boulonnais, on dit le français, on dit éventuellement le picard, ou le provençal, ou le breton, on pourrait dire le boulonnais. Après, c'est à vous de voir si vous voulez l'inscrire dans l'ensemble picard ou pas, mais comme ça a été rappelé, pour la première fois depuis la circulaire de fin 2021, le picard est mentionné explicitement dans un texte de l'éducation nationale sous le nom picard. Parmi les langues dites régionales qu'on peut enseigner, et peut-être que vous auriez tout intérêt à dire que le boulonnais c'est une des variétés du picard et profiter de cette possibilité qui du coup vous est offerte pour valoriser le picard, en tout cas dans l'enseignement. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, aussi, une dernière chose peut-être, c'est que la situation est compliquée parce que l'histoire linguistique de la France, c'est surtout depuis la Révolution française, avec la création de la nation française et d'un État-nation français, cette histoire linguistique est compliquée parce que tout a été fait pour imposer le français comme langue unique et supérieure aux autres et pour, pendant longtemps, essayer d'éradiquer les autres langues et ensuite seulement de les tolérer. Et on vit dans une société où le regard que nous portons sur les langues n'est pas un regard égalitaire, et où le regard que nous portons sur les gens qui parlent ces langues n'est pas un regard égalitaire, puisque je suppose qu'ici comme ailleurs, les gens qui s'expriment plutôt en boulonnais, on va plutôt considérer que c'est probablement des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études et qui sont d'un milieu social, on va dire, populaire. Ce qui n'est pas du tout un déshonneur, bien au contraire. Et donc il y a tout un travail de revalorisation de ces langues pour dire aux gens, mais non, c'est des langues comme les autres, elles ont autant de valeur que toutes les autres, y compris votre boulonnais. Simplement, ça fait au moins 2 siècles qu'on a mis dans la tête des gens que ça n'a pas grande valeur. Et du coup, il y a tout un travail de revalorisation de la langue qui est nécessaire. C'est pour ça que la circulaire de 2021 n'est pas suffisante, et je finirai avec ça. Toutes les études montrent que si on veut revaloriser une langue, il ne suffit pas de l'enseigner, parce que sinon, elle va exister dans la sphère de l'enseignement, mais elle va rester dans la sphère de l'enseignement et elle ne va pas
retrouver une place dans le reste de la vie ordinaire, quotidienne de votre ville et de votre région. Et donc en même temps qu'on la développe dans l'enseignement, il faut la développer dans les autres secteurs. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit présente dans la vie publique, il faut qu'elle soit lisible sur les panneaux, dans les rues, qu'elle soit utilisée dans la vie publique, à la radio, à la télévision. Je ne sais pas si vous avez des informations en boulonnais sur France Bleu, comment ça s'appelle, Picardie ici, j'imagine. Voilà. France Bleu Nord, voilà. Et donc vous avez des voies à explorer pour revaloriser la langue, mais la première chose à faire, c'est que vous soyez toutes et tous convaincus de l'importance et de la valeur de cette langue et de l'honneur que vous faites et de la dignité que vous rendez aux gens qui la parlent en leur disant votre langue est une belle langue et vous avez bien raison de la parler. Alors vous avez bel exposé en préambule. Vous avez à côté de vous, Monsieur Blanchet, Sylvie Danger, donc, elle est auteur de la revue, auteur de spectacles patoisans. Et quand vous avez parlé effectivement d'un langage qui est souvent, parfois ou souvent associé à un langage plutôt vulgaire, ça fait bondir les auteurs locaux, parce que ça c'est absolument faux. Je me permets de prendre le micro, c'est pour réserver ma voix pour ce soir et le week-end. Oui, c'est complètement faux. Je veux dire, moi, le patois que je parle encore, c'est celui qui me reste dans les oreilles de mes grands-parents. Et je n'ai jamais eu honte du vocabulaire employé par mes grands-parents. Voilà. Maintenant, il faut reconnaître qu'à une époque, on a eu aussi le tort de ne... Le patois, si quelque part a été décrié, c'est aussi parce qu'on l'a quelque peu... on l'a utilisé aussi de façon un peu basse, je dirais. Voilà. Donc, on a aussi des torts. Mais quand on voit... moi, je me souviens des textes qu'écrivait par exemple Félix Valette à une époque dans La Voix du Nord. Moi, j'étais enfant, je lisais ça. Il y avait de la poésie. Je veux dire, c'était extrêmement beau. Tout ça, ça a disparu et on n'a plus laissé que des spectacles où, c'est vrai, ça frôlait la grossièreté, on va dire. Donc, on a eu des torts. Après, ça s'est émietté comme ça, mais on peut faire avec le patois, parce que moi, le patois, ça ne me dérange pas d'utiliser ce mot-là, parce qu'en plus, il n'y a pas qu'un patois, il y a des patois. Le patois du Boulonnais n'est même pas celui de Boulogne, tellement il est riche. Et ça, c'est parce que c'est une richesse. Si on a autant, quand on fait 15-20 km, déjà le vocabulaire n'est plus le même, c'est bien parce qu'il est riche. Il y a le Boulonnais, il y a des droits. Voilà, parce qu'on a tendance à dire qu'il y a déjà le patois de la mer et le patois de la terre, rien que ça. Rien que ça. Et moi, je vois bien en arrivant qui parlait le patois plutôt de la terre, le patois de la mer, il y a des mots que je ne connaissais pas, et inversement. Donc, ce qui prouve qu'il est extrêmement riche. Et donc, je veux dire, toute cette richesse, il faut la remettre au goût du jour, et voilà. Et on a tout sous la main, on a les ingrédients, à nous de faire des recettes, de bonnes recettes, voilà. Des recettes de grands chefs, et mettre des étoiles, c'est tout. Philippe Blanchet, vous qui avez l'expérience des autres régions de France, quand il y a bilinguisme, comment ça se passe concrètement? Je vais essayer de commencer à en parler, mais bon... Je vais essayer de répondre à ça. C'est difficile d'en donner une vision globale parce que les situations locales sont très différentes. Alors déjà, il ne faut pas oublier que quand on parle de la France, on parle aussi de la France d'outre-mer. Et que dans la France d'outre-mer, le français n'est pas la langue quotidienne que parlent les gens. Ils sont dans la situation où étaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, c'est-à-dire que leur langue quotidienne, c'est leur langue locale et que le français, c'est une fois de temps en temps. Hein. À La Réunion, qui est une île que je connais bien pour y avoir beaucoup travaillé, on considère que 80% des enfants arrivent à l'école en parlant créole et en parlant pas français. C'était le cas de la génération de mes grands-parents à Marseille, par exemple, où ils arrivaient parlant provençal et pas français. Donc il y a les pays d'outre-mer où ces langues qu'on appelle régionales, et là du coup le terme est d'autant plus étonnant quand même, sont les langues de la vie quotidienne et de la vie familiale. Dans la France européenne, parce que j'aime pas trop dire la France métropolitaine, la notion de métropole a des connotations un peu gênantes,
C'est très variable. Les régions où les langues sont les plus utilisées et où elles ont la place la plus importante dans la vie publique, y compris en partie dans la vie institutionnelle, ça ne vous étonnera pas, vous les connaissez, c'est le Pays Basque Nord, parce qu'aussi ils peuvent s'appuyer sur le fait que dès qu'on franchit la frontière espagnole, on est dans un pays où le basque est la langue officielle, où elle est utilisée partout, tout le temps, dans l'enseignement, à l'université, à la mairie, à la radio, à la télévision. C'est la Corse, mais c'est à cause de l'insularité, du rapport plus récent et plus distant avec la France continentale, comme disaient les Corses. Alors le Roussillon, c'est-à-dire la partie catalane de la France autour de Perpignan, où la proportion de population qui parle la langue est encore assez élevée, avec un attachement très fort. Après, vous avez des zones, disons, où c'est un peu moins fort, ça va être la Bretagne, ça va être le tiers sud, en gros, la Gascogne, l'Occitanie, la Provence, où on a en moyenne autour de 10% de la population qui déclare utiliser la langue, avec des pointes selon les endroits qui vont, en Bretagne par exemple, à dépasser les 25%, avec des pointes dans le sud-ouest où on arrive à 40 ou 50% de la population. Même chose en Alsace, là aussi pour des raisons historiques que vous connaissez bien. Et puis dans le domaine que les linguistes appellent les langues d'oïl, les langues d'ouïe, c'est-à-dire la famille dans laquelle se trouve à la fois le français, le picard, le boulonnais, le gallo, le berrichon, que sais-je encore, le poitevin, le normand, etc. Là, la proximité avec le français a davantage convaincu les gens, parce qu'on leur a dit que ce qu'ils parlaient, c'était au fond une sorte de mauvais français, ce qui historiquement est complètement faux, c'est des évolutions du latin différentes de celles du français. Les gens sont davantage passés au français, et c'était plus facile de passer au français parce que ce qu'ils parlaient était plus proche du français, bien sûr. Le breton et le basque sont des langues d'autres familles linguistiques, l'alsacien ou le flamand sont des langues germaniques, les langues du sud de la France sont des langues romanes qui ressemblent plus à l'italien ou à l'espagnol qu'au français, donc on est assez éloigné au départ du français. Mais évidemment, quand vous parlez, je suppose, boulonnais, en tout cas picard, ça je l'ai entendu, ou quand vous parlez gallo, quand vous parlez normand, j'avais un très bon ami qui parlait cauchois, c'est la partie normande la plus proche de chez vous, hein. On voit bien que la proximité avec le français et au fond le fait que la plupart du temps les gens ne se considèrent même pas comme bilingues quand ils parlent à la fois cauchois et français ou picard et français ou ch'timi comme disent les Lillois et français. Ils ont l'impression de parler deux variétés différentes en gros d'une même langue. Et là du coup, alors on a beaucoup plus de mal à identifier combien il y a de gens qui le parlent parce que c'est difficile de les distinguer de ceux qui parlent français, même quand on leur demande. Et puis, du coup, il y a beaucoup plus de gens qui ont arrêté de les parler, qui ont arrêté de les transmettre, avec en gros l'idée que, bon, parler français un peu à notre façon, c'était pas très différent de parler la langue historique de chez nous. Et donc les situations sont moins bonnes, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces langues-là sont celles qui sont les moins valorisées institutionnellement. Très peu sont enseignés. Le gallo, qui est la langue de l'Est de la Bretagne, est la seule qui a échappé à ça parce que c'est la Bretagne, que les Bretons ont un caractère revendicatif bien connu, et donc ils ont pu préserver ça. En Normandie, c'est récent, hein, le retour vers la langue normande, ils l'appellent comme ça, hein. C'est notamment lié à la réunification des deux régions administratives. Le picard est quand même quelque chose qui a plutôt, parmi les langues d'oïl, c'est probablement celle qui a la meilleure assise, c'est clair, hein. Il y a toute une tradition de théâtre picard que vous connaissez bien mieux que moi, il y a toute une, j'en parlais tout à l'heure, une tradition littéraire, elle est un peu ancienne, mais quand même, à laquelle les gens sont attachés, qui permet de valoriser la langue. Mais la situation, il ne faut pas se le cacher non plus, elle est moins établie ou plus fragile encore, on va dire, que celle du Corse, du Basque ou du Breton. Si vous voulez un point de repère, vous pouvez regarder, l'UNESCO publie depuis les années 90 un atlas qui s'appelle l'Atlas des langues en danger dans le monde. Et vous regarderez, donc ils ont tout un système de classification de la langue en pleine vitalité à la langue disparue, avec des gradations intermédiaires, et vous pourrez regarder avec quels critères et comment ils qualifient votre langue à vous. Il est très probable, je n'ai pas vérifié avant de venir, mais j'ai mon ordinateur, si vous voulez, je l'ouvre et je regarde pour vous. Il est très probable qu'elle soit considérée dans la catégorie sérieusement en danger, qui est l'avant-dernière catégorie avant la fin finale.
Et comme l'interruption de la transmission, probablement, c'est faite chez vous, j'imagine, comme partout en France ou presque. Enfin, les Alsaciens ont résisté plus longtemps, dans les années 1950, autour de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que les derniers qui l'ont appris en famille, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, c'est plutôt des gens de notre génération à nous, vous voyez la moyenne d'âge qui nous réunit ici, hein. Et bon, moi j'ai reçu le provençal en famille de mes grands-parents et je le parle spontanément, voilà. Mais alors moi je l'ai transmis à mes enfants parce que voilà, je suis pas, j'ai un rapport aux langues un peu particulier, mais la plupart des gens de ma génération l'ont pas fait. Et ben allez, soyons optimistes, dans 30 ou 40 ans, on va partir. Hélas, peut-être avant, et si on n'a pas fait quelque chose, ce que vous disiez tout à l'heure, ben là du coup il n'y aura plus personne pour les transmettre. Et donc voilà un peu cette urgence. Alors la globale. transmission, ça va passer fort probablement par l'apprentissage. Alors où en est l'apprentissage des langues? Alors on a parlé de la loi Molac tout à l'heure, vous devez regarder le micro, vous êtes un grand spécialiste de la loi Molac, de cette circulaire de 2021. Qu'est-ce qu'elle offre comme opportunité nouvelle? Alors, la loi Molac, d'abord, avant la circulaire qui a été votée en mai 2021 et dont 2 des articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel, a donc d'autres articles qui n'ont pas été censurés et donc qui, du coup, ont d'autant plus de force que le Conseil constitutionnel les a validés. Parmi ces articles, il y en a un qui est l'article 7, qui est très important parce qu'il dit que dans toutes les académies où il y a une langue régionale, sous réserve de passer une convention avec les collectivités territoriales, en général c'est les régions qui font ça, mais ça peut être une autre collectivité territoriale, parce que depuis la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République, toutes les collectivités territoriales ont dans leur champ de compétences les langues et cultures régionales, donc ça peut être une commune. Sous réserve qu'il y ait une convention avec le rectorat d'académie, la langue régionale doit être offerte à tous les enfants de l'académie dans l'horaire normal des enfants, pas en plus, mais pendant qu'ils sont à l'école, de la maternelle au lycée. L'article 7 de la loi Molac dit ça. C'est déjà une belle opportunité dont on peut s'emparer pour dire au rectorat, ben, passons une convention et faisons en sorte que tous les enfants qui sont scolarisés de la maternelle au lycée, par exemple à Boulogne, dans le pays boulonnais, ou dans la région Hauts-de-France, aient tous 1 heure ou 2 d'enseignement de la langue et de la culture, parce qu'il ne faut pas oublier le théâtre, la littérature, les traditions populaires, etc., quelques heures par semaine. Ça, c'est la première des choses. La loi Molac, elle offre aussi la possibilité de la signalétique bilingue généralisée, par exemple, qui maintenant est totalement légale. Elle dit aussi que, vous avez sans doute entendu parler de la loi Toubon de 1994, qui est une loi qui impose les usages du français, qui a été faite plutôt pour lutter contre l'anglais, et qui réglemente l'usage des autres langues. Et donc qui essaye de réduire les usages d'autres langues que le français. La loi Molac a transformé la loi Toubon et dit que la loi Toubon ne peut pas être appliquée quand il s'agit d'utiliser une langue régionale. Donc il n'y a plus aucun obstacle à l'usage d'une langue régionale au prétexte de la loi Toubon. Ça ouvre des horizons particulièrement larges. Et effectivement, l'un des articles de la loi Molac, enfin 2 ont été censurés, l'un qui est, c'est absurde, mais il est sans grande importance, c'est sur la graphie des prénoms. Mais l'autre, c'est la possibilité de mettre en place un enseignement immersif en langue régionale dans l'enseignement public, parce qu'il existe déjà dans l'enseignement associatif privé. Le Conseil constitutionnel a dit que ça n'est pas possible parce que dans les établissements immersifs, on utilise la langue, y compris pour communiquer avec les familles. Or, le service public a l'obligation, dit le Conseil constitutionnel, c'est une interprétation qui est parfaitement contestable par ailleurs, mais c'est son interprétation à lui, les services publics ont l'obligation d'utiliser le français avec les usagers, comme ils disent aujourd'hui, donc c'est pas possible. Ça a fait un tollé dans toutes les régions où il y a des écoles immersives, y compris déjà des écoles immersives dans l'enseignement public, mais aussi des écoles immersives qui sont sous contrat d'association avec l'État et donc qui remplissent une mission de service public. Les élus sont montés au créneau, le Premier ministre Castex à l'époque s'en est occupé, et donc il a, on va le dire comme ça, parce que lui-même l'a raconté depuis qu'il est plus Premier ministre, il a contraint le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, un certain M. Blanquer, qui était très très opposé à ces questions-là, et pas seulement à celle-là d'ailleurs, de publier en décembre 2021 une circulaire qui rend possible l'enseignement immersif à condition qu'on évite ce que le Conseil constitutionnel ne veut pas.
qui est assez fin, hein, parce que c'est un arrêté. Un arrêté, c'est une force juridique extrêmement basse, alors qu'une décision du Conseil constitutionnel a une puissance juridique extrêmement forte. Et à l'occasion de cet arrêté, donc on encourage les modalités habituelles d'enseignement des langues régionales partout en France. On dit que l'enseignement immersif est possible sous réserve d'eux, etc., etc. Et on rappelle les langues régionales qu'on peut enseigner dans le système français. Et à cette occasion, quelques élus locaux de votre région ont fait ajouter le picard. Si le boulonnais est bien du picard, ce que beaucoup de gens pensent et que je vous encourage à penser au moins pour profiter de l'occasion, ben du coup ça vous ouvre cette perspective-là. Donc la transmission par l'enseignement vous est ouverte et sous réserve de convention, vous pouvez même contraindre le rectorat à faire en sorte que tous les enfants reçoivent de l'enseignement de votre langue régionale dans tous les établissements, depuis qu'ils y entrent. Aujourd'hui c'est à partir de l'âge de 3 ans que c'est obligatoire, jusqu'à ce qu'ils sortent du lycée. Et ça peut avoir une certaine force de frappe. Donc, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs du rectorat, faites ce qu'il reste à faire, mais demandez à vos élus de faire le nécessaire auprès du rectorat, qui normalement ne peut plus ne pas le faire, parce que sinon vous le poursuivez au tribunal administratif parce qu'il ne respecte pas la loi, c'est imposé par la loi Molac. Catherine. Moi, quand j'ai lu cette circulaire, forcément, comme j'étudie l'évolution de l'enseignement, j'étudie aussi l'évolution de la didactique d'enseignement. Et la première question que je me suis posée, mais c'est chouette, je suis sûre que les Boulonnais vont adorer, parce que, bon, ici, quand même, malgré tout, alors je ne vais pas dire que c'est dans toutes les villes sur la côte, mais vraiment, moi, je ne suis pas une Boulonnaise, donc bon, ça fait quand même 30 ans que j'habite ici, mais j'ai pu voir que c'était des gens qui étaient très attachés à leur patrimoine. La preuve, la revue, je peux vous dire, je pense que pendant le confinement, c'est ce qui a manqué le plus aux Boulonnais. Et d'ailleurs, même les acteurs ont dû le ressentir, parce qu'à un moment donné, bon, il y a eu aussi les travaux de notre théâtre, et donc ils se sont délocalisés dans une autre salle qui avait une moins bonne acoustique, mais c'était quand même chouette, hein, de rire tous ensemble. Et alors, en termes de didactique, je me suis dit, ok, mais ouais, moi, comme je travaille à la ville, je vais essayer de pousser les élus. Allez, on se lance, on a une université ici, on a un centre de ressources et de langues. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble? Et la première question que je me pose, c'est mais qui va enseigner? Parce que, bon, comme on le dit, bon, voilà, alors on a heureusement cette ressource d'acteurs locaux qui entretiennent cette langue, mais est-ce que le rectorat finance, vous voyez, enfin, c'est des questions qu'on n'a pas, donc je ne sais pas si vous avez des expériences ailleurs. Est-ce que le corps enseignant va accepter l'intrusion d'une personne à l'extérieur au sein de l'établissement? Souvent, quand moi j'étudie l'évolution de l'école, c'est souvent quelque chose qui n'est pas très bien accepté. Enfin, alors, je ne dis pas au niveau local, hein, c'est au niveau institutionnel. Et puis, bien souvent en France, hein, le système français est comme ça. Si on ne s'appuie pas sur quelque chose d'écrit, sauf que nous, on le sait, et c'est pour ça qu'on a eu des réunions préalables, tous sont d'accord pour dire que c'est difficile de l'écrire, parce que parfois ils l'écrivent, un même mot peut s'écrire de différentes façons, et qu'il faudrait plutôt utiliser l'oralité plutôt que l'expression écrite. Et donc c'est toutes ces questions-là qu'on se pose, et qui m'intéressait de vous rencontrer aujourd'hui pour voir si vous avez d'autres points de comparaison pour que nous, on puisse construire sur quoi on peut s'appuyer pour le mettre en place sur notre territoire. On reparlera bien sûr après de l'éventuelle formation et transmission avec ce problème de l'oralité et de l'écriture, hein, bien sûr. Je suis sûr que là, il y aura des réactions, mais on va laisser répondre Philippe Blanchet sur comment faire pour intervenir auprès du rectorat et éventuellement des élus. Alors, en gros, c'est deux questions. C'est la formation des enseignants et c'est la question de l'écrit. Alors, la formation des enseignants, justement, les conventions qui sont passées entre les rectorats d'académie et les conseils régionaux dans la plupart des régions que je connais, c'est le cas en Bretagne, en Provence, en Occitanie, en Corse, etc., ça fait en sorte qu'il y ait un cofinancement dans la formation, et donc que soit des enseignants déjà titulaires qui sont volontaires, y compris parce qu'ils ont la compétence linguistique, reçoivent la formation pour enseigner et du coup enseigner aussi la langue régionale en plus de leur discipline institutionnelle, on va dire.
c'est aussi d'ajouter cette formation-là dans les instituts de formation des maîtres, qui s'appellent maintenant les INSPE, quand elle n'y est pas. Il y a évidemment des régions, des académies dans lesquelles elle y est depuis très longtemps. Et c'est mettre en place, alors ça se fait y compris pour l'enseignement du français et langue étrangère, des certifications. C'est-à-dire que des gens qui sont déjà enseignants vont demander à recevoir une certification qui va leur permettre d'enseigner la langue régionale, tout comme on peut demander une certification pour enseigner le français langue étrangère ou langue seconde, alors qu'au départ on est professeur d'autre chose, par exemple tout simplement de français, d'anglais, d'espagnol, parce que quand on est professeur de langue on est déjà un peu formé, mais pourquoi pas d'histoire ou d'art plastique. Et là déjà il y a des pistes pour donner vérifier les compétences des gens et faire en sorte que l'institution les leur reconnaisse. Après, c'est vrai qu'il y a des formes de réticence de faire venir des gens de l'extérieur, mais c'est quand même aussi quelque chose qui se pratique, et j'ai l'impression de plus en plus, mais je parle sous votre contrôle. Et donc on est des intervenants qui viennent ponctuellement, qui passent dans plusieurs établissements, qui sont agréés par l'éducation nationale parce qu'ils ont une compétence, il y a un accord avec une association, par exemple avec un théâtre, tiens, voilà, ou une association d'enseignement de la langue régionale, et du coup ils viennent enseigner quelques heures par semaine. Moi déjà quand j'étais gamin, je me rappelle qu'on avait les profs de musique, il n'y avait pas de profs de musique, ça n'existait pas, je ne sais pas vous, hein. C'était des gens qui venaient de l'extérieur et qui venaient 1 heure par semaine à l'école primaire nous faire chanter pendant 1 heure à la place de notre instituteur ou institutrice. Donc il y a des possibilités, mais bien sûr ça doit s'organiser, et si vous n'avez pas tout de suite sous la main les gens, peut-être qu'il va falloir 1 an ou 2 pour préparer ça. Enfin vu l'enjeu, je crois que ça vaut le coup. L'autre question c'est l'écrit. Alors c'est vrai que vous avez une langue locale qui a une tradition écrite très ancienne mais qui s'est arrêtée, et que du coup il faut réinventer un système d'écriture, mais ça il faut se mettre autour d'une table avec des gens qui peuvent vous donner des conseils sur comment élaborer, pour le dire avec les mots qu'on emploie d'habitude en français, une orthographe qui soit la plus simple possible, la plus efficace possible, dans laquelle les gens qui parlent la langue se reconnaissent et les gens qui l'apprennent puissent l'apprendre facilement. Vous vous mettez d'accord là-dessus et ça devient l'orthographe du boulonnais. Ça c'est fait récemment pour un certain nombre d'autres langues. Je pense au gallo en Bretagne, qui est vraiment dans la même situation, qu'une langue d'oïl qui ressemble à du français, ou le français lui ressemble. Il y avait des gens qui écrivaient de 3 ou 4 façons différentes, et le jour où le conseil régional a dit « Bon, maintenant on ne va pas ne soutenir que le breton, parce que c'est la langue de la moitié de la Bretagne, on va aussi soutenir le gallo, parce que c'est la langue de l'autre moitié de la Bretagne », on a mis les gens autour d'une table. Ils ont fait des propositions, ils ont demandé à des universitaires dont j'étais de venir donner des conseils. Moi je leur ai dit c'est pas compliqué, vous me donnez une liste de mots, on va les tester, on va aller voir les gens, on va faire une enquête, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui marche, puis on est revenu en disant ben voilà, si vous écrivez comme ça marche bien, si vous écrivez comme ça marche plutôt mais pas très bien, si vous écrivez comme ça marche pas du tout, les gens les en veulent pas. Ils ont fini par adopter un système. Et donc ça, vous pouvez l'élaborer, mais évidemment aussi ça prend un peu de temps, c'est-à-dire il vous faut 1 an ou 2 de préparation pour lancer tout ça, mais c'est parfaitement faisable. Alors on a ici, on a eu 2 pratiques. Alors, il y a la pratique d'aujourd'hui avec la revue locale, donc Sylvie Langer va pouvoir en dire quelques mots. On fera ensuite un petit bond en arrière dans les années 90 avec l'expérience de l'école du patois, avec une vision un peu différente aussi au niveau de l'écriture. Voilà. Donc on va commencer par, aujourd'hui, comment vous faites ? Tout simplement, je dis franchement, j'écrivais jamais 2 fois pareil. J'écrivais phonétiquement déjà, phonétiquement mais vraiment basiquement, uniquement pour l'oreille. Et ne serait-ce qu'entre nous, entre Christian, moi, Dominique, tout ça, on n'avait pas la même orthographe. Voilà, c'était comme ça. Et lors de la réunion, la pré-réunion que nous avions eue, on en avait discuté avec M. Millet, et il en était sorti, et je lui avais fait répéter qu'en réalité la règle, c'est qu'il n'y avait pas de règle. Donc partant de là, comme il n'y avait pas de règle, et ben moi, pour écrire mon livret de fables, et ben j'ai dit je vais me faire ma règle en attendant de voir. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de règle, même sur les ouvrages du docteur Dickès. Dans certains ouvrages, lui-même, non pas se contredit, mais montre plusieurs orthographes. Donc j'avais même pas de support de ce côté-là. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose, ce que vous venez de dire, auquel je me tiendrais, auquel on pouvait mettre déjà des conjugaisons,
de manière à ce qu'au niveau du français, etc., qu'il y ait bien une conjugaison, une orthographe à laquelle on se tienne, qui soit un peu phonétique, et après, vaille que vaille, quoi. Et surtout, je pense, hein, mais ça c'est que ma propre opinion, si on part sur ce qu'on appelle le pur picard, c'est-à-dire sur une écriture académique, pour moi, on va droit dans le mur. De même que si on faisait une représentation ici en pur picard, je veux dire, moi-même, je ne le comprendrais pas et je serais obligée d'apprendre du vocabulaire. Donc, ce qu'on dit vulgairement chez nous, c'est qu'on fait du patois, ce qu'on appelle du patois de marché. C'est-à-dire le patois qui est encore parlé sur le marché, etc. Voilà. On en est là, mais je pense que si déjà on pouvait sauver ce qui reste, ça serait déjà pas mal. Parce que le reste, je veux dire, il faut admettre que le français lui-même a évolué. Je veux dire, on n'écrit plus des pièces de théâtre comme on a pu l'écrire Molière. Et si nous, on repart vers du pur picard, je veux dire, qui va encore le comprendre? Qui ça va intéresser? Surtout pas les jeunes. Et moi, je pense que de toute façon, pour attaquer, il faut attaquer carrément la jeunesse, mais les tout petits. Donc là, j'ai en prévision un livre vraiment destiné pour les petits, avec juste quelques mots de patois, dans lequel apparaissent les mêmes mots en français, de façon à ce qu'il puisse y avoir une transmission par les grands-parents, par les éducateurs, par les professeurs, etc. Je pense qu'il ne faut pas tout de suite vouloir trop. Il faut cibler ce que l'on veut, avoir une amorce et à partir des tout petits et à aller jusqu'à toutes les tranches d'âge. Voilà, parce que ça peut être les petits, ça peut être des étudiants aussi. Alors, voilà. Je ne sais pas si Raphaël il va intervenir sur le sujet de l'université, ce que pourrait apporter l'université. Si on peut nous donner le micro, s'il vous plaît. En attendant que Raphaël ait le micro, j'ai une question, enfin, pour rebondir sur ce que vous disiez. Donc, c'est vrai que nous, la chance qu'on a, c'est bon, on a encore des gens qui écrivent des pièces, dont Sylvie. Et donc, est-ce que vous pensez vraiment que, par exemple, si on lance une convention avec l'Académie, que, par exemple, Sylvie sera autorisée, parce que tout à l'heure, on parlait de formation des maîtres, c'est vrai qu'elle est intermittente du spectacle, sera acceptée pour pouvoir intervenir, même sans reconnaissance du titre de professeur. Absolument. Je confirme. C'est la bonne nouvelle du jour. Bonne nouvelle, hein, ça. Champagne. Très bonne nouvelle. Raphaël, où il est de Luco. Moi, je ne suis pas spécialiste du boulonnais. Peut-être pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on parle de patois boulonnais et non pas tout simplement de boulonnais? Je pense que c'est parce que le substantif se confond avec l'adjectif. On parle du picard en Picardie, le breton en Bretagne, mais le boulonnais en boulonnais. Donc voilà, lorsqu'on parle tout simplement du boulonnais dans la région, on fait référence à un espace géographique, on fait référence à une race de chevaux, le cheval boulonnais, et aussi au patois, à la langue. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle on parle souvent de patois boulonnais plutôt que tout simplement que de boulonnais. Pour rebondir sur ce que Sylvie disait, hein, effectivement, le boulonnais, je parle de boulonnais, est très oralisé en réalité. Se pose la question de l'écrit, comment l'écrire, pour qui, pourquoi. Mais si on n'écrit pas, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et je pense qu'il va falloir à un moment donné, effectivement, si on veut sacraliser, on va dire, cette langue, il va falloir l'écrire d'une façon ou d'une autre, mais il va falloir voilà, que cette langue trouve sa place, peut-être dans les cartels du musée, peut-être sur la signalétique dans la ville, plein de possibilités, mais il va falloir, je pense, passer par là. Ensuite, revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, se pose la question de qui va enseigner le boulonnais. C'est difficile parce que les enseignants ne sont tout simplement pas forcément des boulonnais. La question des mutations, les jeunes enseignants, les boulonnais vont être mutés en région parisienne, et puis nous on va recevoir des personnes qui vont venir de Flandre, qui vont venir d'Artois, qui ne parlent pas forcément le boulonnais. Donc est-ce qu'ils sont en capacité de le faire? Dans le premier degré, les enseignants du premier degré ont souvent une formation qui n'est parfois pas une formation de linguiste. Ils ont fait de la biologie, ils ont fait autre chose. Donc est-ce qu'ils sont à même d'enseigner le boulonnais ou une langue quelle qu'elle soit?
Il y a un arrêté qui date de 2002, qui n'a rien à voir avec les patois. Cet arrêté dit que donc, depuis 2005, dans toutes les écoles de France et de Navarre, on doit enseigner une langue vivante étrangère en grande section de maternelle. Vous connaissez? Dites-moi est-ce que dans toutes les écoles de France, est-ce qu'il y a cet enseignement des langues vivantes étrangères? Ça n'est pas le cas. Donc on a des arrêtés, vous voyez, qui ne sont pas suivis d'effet. Donc il faut trouver les intervenants, les personnes qui vont être capables d'enseigner cette langue premier degré, et nous, on s'est posé la question de est-ce qu'il serait possible d'enseigner le boulonnais au niveau universitaire? Donc c'était l'objet de notre réunion. Et on y est tout à fait ouvert. Donc moi, pour mettre un petit peu les choses en contexte, donc moi je suis responsable de l'enseignement des langues pour spécialistes d'autres disciplines sur les sites de Boulogne, Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Je gère les CRL, les centres de relations langues. On enseigne, on a de l'anglais, on a de l'allemand, du néerlandais, du chinois, du russe, de l'italien, du portugais, de la langue des signes. On a une bonne dizaine de langues dans notre petite vie, notre petite université. Et au moment où on s'est dit, tiens, on va ouvrir des cours de picard, parce que moi je suis d'accord avec vous qu'il faut passer par la notion de picard, et le boulonnais est une variante du picard. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Il faut trouver un intervenant. Et nous avons des conditions de recrutement, donc là on est dans l'administratif aussi, qui font qu'on ne peut pas recruter qui on veut. Donc à l'université en particulier, il y a des exigences en termes de niveau d'études, en termes d'employabilité, de recrutabilité, pour employer un néologisme. Donc c'est pas évident du tout, c'est pas la volonté qui manque, mais est-ce qu'on a les outils pour pouvoir mettre tout ça en place? Je pose la question. Alors, en parlant d'outils, on va faire ce petit bond en arrière, si vous voulez bien, dans les années 90. Oui. Je voudrais intervenir et répondre à la question qui a été posée. On reviendra sur les années 90 après. Oui. J'ai enseigné l'histoire de la langue et le picard. Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, Vous pouvez vous présenter? Bien. Bon, alors. Mon nom, c'est Valin, agrégé de grammaire. J'ai enseigné l'histoire de la langue, l'ancien français, et notamment les textes picards, donc du Moyen-Âge, Jean Baudel, Conon de Béthune, qui s'est fait moquer de lui par la reine parce qu'il ne parlait pas le dialecte francien. Et effectivement, j'ai lu des textes picards avec les étudiants. Alors je voyais déjà la difficulté qu'ils avaient. Moi, je leur disais, quand je lis ces textes, j'ai l'impression d'entendre ma grand-mère. Parce que je suis du bassin minier, il y a toute une série de mots que je connais, que je vois disparaître, des mots comme un marvoyer, des choses comme ça par exemple, et qui n'ont pas été remplacés dans le français actuel. Alors, c'est vrai qu'il y a un appauvrissement du français par la perte d'un vocabulaire qui était dialectal. Je ne parlerai pas de patois, le mot me déplaît tout à fait. Alors, j'ai vu effectivement, parce que je note pour moi-même de temps en temps, des expressions qui me reviennent. Je vois la difficulté évidemment de la graphie. J'essaie avec un alphabet phonétique. Il y a des sons, des phonèmes. Si je dis infâme, par exemple, comment je vais noter? Albrane, qui est une variante nasale du E central. Bon, je vois qu'il y a des difficultés pour le noter, des difficultés pour le faire entendre. Alors ça, ce sont les premières difficultés. Il y a la question du vocabulaire, il y a la question de la syntaxe. Quand j'entends à la radio, parfois, des horoscopes en patois boulonnais, j'éteins aussitôt. Ça m'agace. Ça m'agace parce que je ne reconnais pas là le picard. Il y a par exemple des formes de subjonctifs en picard. Il faut que j'y voche, il faut que j'y aille, il faut que tu le fèches, il faut que tu le fasses. Ce sont ces subjonctifs en che qui n'existent plus en français, sinon dans le verbe savoir, que tu le saches. Or, ces formes-là, pour moi, sont bien présentes à ma mémoire, je les connais. Et quand j'entends les Boulonnais, véritablement, leur patois, pour moi, c'est souvent du mauvais français. C'est tout, rien d'autre. Je le dis, et ça m'agace épouvantablement. Donc je suis venu ici avec une certaine réticence,
quand j'ai lu le mot patois. Le mot picard est très noble, hein, je le connais. Alors il y a une autre question également. Enseigner le picard, pourquoi? Ben, vous avez tout un vocabulaire qui est perdu parce qu'il répondait à une société agraire. Je connais tous les termes qu'employait mon père ou ma grand-mère et qui renvoyaient aux travaux de la ferme. Mais aujourd'hui, allez-vous enseigner le patois boulonnais à des gens qui pratiquent l'informatique, qui ont dans les mains un téléphone portable, hein? À quoi donc, si déjà ils savaient correctement employer le subjonctif quand ils parlent le français, hein, ce serait un beau progrès, vous voyez? Alors, allez leur enseigner les subjonctifs du picard, hein, c'est la forme que je vouaise en ancien français. De la même manière, ça me chagrine aussi d'entendre, par exemple, les chanteurs du groupe boulonnais qui parlent de l'anglois, pardon. Hein, les formes en OIS, c'était des formes en ouais. Les formes en ouais qui, ou bien ont perdu le premier élément bilabial et ça aboutit à « est », ou bien ça s'est ouvert, hein, selon le XVIIIe siècle, et c'est devenu « oua ». C'est comme ça que vous avez, par exemple, François, qui devient soit français, soit François. C'est pour ça que Villon, par exemple, quand il dit « Je suis François, dont il me puise, né de Paris, en Prépontoise, et de la corde d'une toise saura mon col que mon cul puise », il peut effectivement faire un jeu de mots. Il est François et il est français, car la prononciation est « ouais ». Et le roi de France, évidemment, prononçait « ouais ». C'est dans le parler populaire parisien que ça s'est ouvert en « oua ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, hein, nous avons des Anglais, mais nous avons des Danois. Hein, ça dépend un peu de la distance à laquelle ils sont. Alors, j'en reviens à la question. Enseigner le patois boulonnais, enseigner le picard, oui, la belle littérature du Moyen-Âge, les auteurs d'Arras, par exemple, Conon de Béthune, également, qui n'est pas d'Arras, mais de Béthune, oui, je comprends, mais enseigner le patois pour enseigner quoi? Alors, à qui? La question a été posée. J'avais effectivement des étudiants qui n'étaient pas des Boulonnais et qui ne s'intéressaient pas au patois boulonnais. S'ils venaient effectivement ailleurs de Paris ou je ne sais pas quoi, ou d'étrangers, qu'est-ce que cela leur apportait d'avoir le patois boulonnais dans l'oreille? Ils venaient apprendre le français. Alors la première question, c'est effectivement, il y a les enseignants, il y a ensuite l'auditoire, il y a ensuite le domaine qui sera couvert par cette langue du patois retrouvée, hein, et à qui allez-vous parler et de quoi? Vous voyez? Donc je suis vraiment très réticent hein, quand j'entends développer le sujet. Je vous remercie d'avoir lancé le débat, voilà. Et ça amène donc des réponses. Hein. Oui, Si oui. On va permettre aux intervenants de répondre aussi. Et je n'oublie pas non plus l'expérience du patois boulonnais des années 90, parce que c'est un éclairage très important sur une expérience de transmission qui a déjà eu lieu. Donc on en parlera. Bon, mais peut-être qu'on répond peut-être à monsieur... Directement, vous vouliez intervenir, monsieur Blanchet? Puisqu'après on parle de... Lui répondre, c'est compliqué. De toute façon, c'est... Marie-Claude Bontemps. Lui répondre, c'est quasiment impossible. Les questions ont été posées tout à l'heure. Il faut trouver les intervenants et les réceptionnaires, entre guillemets. Pour ceux qui vont comprendre. Nous, on a des intervenants. Voilà, on a tenté, avec l'atelier de maintien des traditions populaires boulonnaises, qui est en gros notre gros boulot à nous, c'est-à-dire justement par l'intermédiaire de la musique, c'est-à-dire des chansons en picard, de la musique, des scénettes, parce que quand on faisait les assemblées générales, on les faisait en picard et on les mettait de façon humoristique pour que tout le monde les accepte et s'en amuse. Et puis, dans notre atelier de maintien, Monsieur Lefebvre, qui nous avait regroupé énormément de chansons et qui nous a appris énormément de choses sur le patois boulonnais, pour reprendre l'expression. Michel Lefebvre, auteur de nombreux ouvrages. Voilà. Et lui a créé une méthode pour écrire le patois boulonnais. Alors, c'était quasiment impossible pour les non-initiés de le lire. Voilà.
il avait décidé par exemple que le son que, eh ben, c'était systématiquement K. Alors c'était écrit des K partout, ça avait été mis en scène d'ailleurs par la revue. J'ai été bien amusée avec ça, il y a des K partout. Des cas, pas des cas qui miaulent, hein, mais des cas. Alors il n'y avait plus de C, il n'y avait plus de C, il n'y avait plus de, il y avait plus de QU, c'était que des K. Le son S, ben, c'était un S, donc les deux S n'existent plus. Ben, il y avait tout des tas de règles comme ça qui n'étaient accessibles qu'aux initiés. Alors on n'était pas beaucoup, hein, il y avait 2 cours, il y avait le mien qui était des débutants, et puis le deuxième cours pour les plus initiés, où là on écrivait, mais les gens qui essayaient de nous lire n'y parvenaient pas. Si, les Anglais. Bizarrement, les Anglais nous lisaient et nous comprenaient. Ça c'était assez rigolo d'ailleurs. Stéphane Thieria peut-être dans la salle, oui. Qui pourrait, et puis Kenji Pour qui est juste à côté. Stéphane Thieria d'abord parce qu'on parle de l'école du patois, donc, et puis Jean-Pierre Ramet, qui peuvent aussi compléter les propos de Marie-Claude, s'il vous plaît. Et après, nous aurons... Alors, je vais compléter. Ce soir, j'ai l'impression de rajeunir de 30 ans et je suis content. J'ai 30 ans de moins parce que, effectivement, j'anime depuis 1987 l'atelier de maintien des traditions populaires boulonnaises, les Soleils boulonnais. Et très tôt, on s'est attaché à ce qu'il fallait faire quelque chose pour maintenir cette belle tradition populaire qu'est le patois boulonnais, donc on va dire plutôt le picard boulonnais. Et en effet, en 1990, nous avons organisé les premières assises du patois boulonnais en liaison avec l'Université de Picardie et de Michel Crampon, à l'époque, hein, peut-être connu, qui dirigeait l'unité linguistique et de culture picarde. C'était toute une journée de travail, en novembre 1990, à la Chambre de commerce de Boulogne. On a récidivé en 1995, et l'année précédente, j'avais sollicité Michel Lefebvre pour donc créer une école de patois boulonnais qui a quand même fonctionné pendant 10 ans. Marie-Claude, pendant quelques années, a animé le cours de première année. Michel était sur la seconde année, avec une dizaine d'élèves. Quand même, pendant 10 ans, ça n'était pas négligeable. Et puis, à l'époque aussi, j'oublie mon voisin, il est important, Jacques Maillot, parce que c'est grâce à lui que j'ai appris à découvrir le patois boulonnais et sa richesse dans son lexique du parler de la Beurrière. Et lui, à l'époque, avait travaillé d'ailleurs avec le professeur Debry à l'université de Picardie également. Alors, cette expérience de l'école de patois, effectivement, on en pense ce que l'on veut, mais néanmoins, ça a quand même été la première école de patois boulonnais. Elle a eu le mérite d'exister. Les derniers cours ont eu lieu en 2000. Donc, vous voyez, ça fait déjà 23 ans. Alors, la méthode qu'utilisait Michel Lefebvre, alors, à la suite de ces assises du patois boulonnais, le premier travail que l'on devait faire était celui de faire un dictionnaire du patois boulonnais. Nous n'y sommes pas parvenus très vite. On s'est épuisé sur le sujet à cause de la problématique de l'écriture. Et ça, c'est un sacré obstacle à franchir, bien évidemment. Alors, Michel Lefebvre, sa méthode, c'est vrai qu'elle a été critiquée à l'époque. Certains l'ont un peu moquée, injustement, je dirais. Parce que, en fin de compte, l'approche qu'il avait eue, et qui me semble une bonne approche, c'était de dire, et tout à l'heure, Raphaël en a parlé, que le patois boulonnais ou le picard boulonnais, c'est quelque chose avant tout de parler. Voilà. Alors, comme c'est quelque chose qui se parle avant tout, ce qui est important, c'est d'utiliser une méthode phonétique qui va bien fixer les sons de ce patois boulonnais. Et en fin de compte, il avait utilisé, vous la connaissez, la méthode Carton-Feller. Donc, un K, bien évidemment, K-A, voilà. Ça fait plutôt, je ne sais pas quelle langue, mais K, alors qu'on l'écrirait plutôt C-A-T, voilà, hein, mais bon. Moi, ça ne me gênait pas particulièrement, parce que de toute façon, le patois, je ne l'avais qu'entendu, je ne l'avais pas vu écrit au préalable, donc c'est une méthode qui ne m'a pas gêné. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que grâce à la notoriété de cette école de patois, Michel Lefebvre, c'était les débuts de l'université du
littoral, l'ULCO, a enseigné pendant 3 ans à l'université orale, alors qu'il n'avait pas de diplôme, parce qu'on parle de la question des diplômes. Donc un professeur de l'université du littoral est venu le chercher à l'époque et il a enseigné pendant 4 ans, me semble-t-il, dans une unité de valeur de langue picarde. Et ensuite, puisque je connaissais bien à l'époque, c'était mon ancienne prof de philo au lycée, la directrice de l'IUFM d'Outreau à l'époque, Daniel Frey, eh bien, il a pu également intervenir pendant 3 années successives sur un module de 6 heures auprès des futurs professeurs des écoles. La démarche étant là de dire, puisque l'ancien professeur nous en parlait à l'instant, que, en fin de compte, d'apprendre aux élèves boulonnais de faire, alors certains parlent plutôt en mauvais français, de leur dire, mais écoutez, si vous voulez parler patois, voilà, il y a des règles à respecter, une grammaire également, et là vous parlez bien patois, et vous parlez bien français. Voilà, c'est un petit peu la démarche qui avait été utilisée, et c'est comme ça qu'on avait convaincu l'IUFM d'intervenir auprès des futurs professeurs des écoles, et là encore, sans que Michel ait de diplôme non plus, hein, puisque c'était quelqu'un qui avait fait sa carrière comme cadre bancaire, donc il n'avait pas du tout de formation linguiste, bien que c'était quelqu'un qui, au niveau linguistique, avait quand même pas mal de connaissances aussi. Voilà. Merci pour cet éclairage. Donc en fait, ce qui a été fait hier peut donc être fait à nouveau aujourd'hui. Bon, 23 ans d'attente, mais allez, voilà, tout espoir est donc permis. Merci pour cet éclairage et peut-être qu'on aura besoin de se revoir, de travailler ensemble. Le groupe de travail qui a été ouvert avec Catherine et puis Luco et les auteurs de la revue peut continuer à exister. Je pense après, s'élargir. On n'a pas encore eu un nom, on attend toujours. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, moi qui analyse les boulonnais, je ne veux pas dire ça en fait, je vais passer pour une psychanalyste, mais enfin, je dirais que la volonté que ces gens qui sont ici aujourd'hui, nous, de se poser la question de savoir pourquoi enseigner aux jeunes qui ont un smartphone aujourd'hui, je dirais que au-delà de l'enseignement, c'est que je pense que tous ces gens qui sont, alors il y en a qui ne sont pas présents, mais je ressens comme Sylvie, comme Stéphane, Monsieur Ramé qui est mon pape de Boulogne-sur-Mer, qui m'a tout appris sur la ville de Boulogne et le monde de la pêche. Je pense que c'est surtout la sauvegarde de leur tradition, perpétrer cette revue. Qu'est-ce qu'elle va devenir après? D'ailleurs, cette année, la revue a fait le choix de faire des jeunes recrutements. Hein. C'est qu'il y a au-delà de ça, c'est l'art populaire. Au-delà de la langue, c'est de préserver tout ce qu'on aime. À Boulogne, il y a la fête du hareng, tous les Boulonnais sont à la fête du hareng. Il y a les fêtes de la mer, il y a énormément de gens, et si je peux vous dire que s'il n'y a pas Isabelle et Baptiste et Isabelle qui défilent, on va demander au maire, ils sont... voilà, donc c'est un territoire qui est très attaché à ses traditions, et il manque juste les clés de pouvoir le perpétrer. Et aujourd'hui, par certains leviers, notamment l'enseignement, on peut le faire. Donc, ça risque peut-être un jour de changer. Donc, autant le faire maintenant, quoi. C'est là l'urgence. Juste une petite chose, si je peux juste me permettre. Nous avons organisé un casting pour la revue de cette année et nous avons été nous-mêmes surpris de voir la moyenne d'âge des personnes qui se sont présentées. Baptiste qui nous a rejoint à 20 ans. Donc, il y a bien un public. La jeunesse est là. Et il faut leur tendre la main, mais la jeunesse est là. Et je m'excuse, je ne veux surtout pas vous manquer d'égard, mais on ne va pas attirer la jeunesse en leur ressassant du picard ancien qui n'est plus parlé, que moi-même je ne connais pas, que ne connaissent pas, que plus personne n'a dans les oreilles. Et si on fait une revue en pur picard, si on vient des choses académiques, on fait une moitié de salle, et là nous avons la chance, nous allons faire plus de 8000 spectateurs. Donc il y a bien... ça intéresse bien du monde. Ça a été fait avec des patoisades. Comment? Ça a été fait avec des patoisades. Voilà. Il y avait cette volonté d'être en pur picard. Voilà, c'est exactement. Exactement, il y a quelques années, il y a eu les patoisades. Les patoisades ont été mises en route. Et après, on nous a mis des compteurs en pur picard, etc. Moi-même, à une réunion, bon, j'ai été chalutée, mais j'ai l'habitude, c'est pas le problème. Et ben, les patoisades n'existent plus.
Alors voilà, comme moi je le redis, d'abord Kenji qui nous a rejoint aussi, voilà, ce sont des gens comme Julia qui ont à peine 40 ans, donc il y a bien... Et qui font déjà bien rire. Voilà, exactement. Oui, mais ils ne font pas que rire, ils perpétuent une tradition. En fait, je veux juste revenir sur deux choses parce qu'on parle de transmettre dans les écoles et tout ça. Déjà, pour un tour de table, enfin une table ronde sur le patois, je trouve qu'on ne parle pas grammaire patois. Et alors, on a quand même de fierté pour nos patois, mais alors on n'ose pas trop en parler. Et alors ça, déjà, avant de l'enseigner dans les écoles, ce qu'il serait bien, c'est qu'il soit au moins toléré. Je m'explique. Je parle patois. Ma femme souvent me dit arrête parce que les gamines elles vont le dire à l'école. Bon, je dis c'est pas grave. Je dis si elles le parlent bien et qu'elles le font sans le vulgariser, c'est pas grave. Et j'ai plusieurs fois eu des enseignants qui m'ont dit par contre vos filles parlent patois, c'est un peu dérangeant. Et c'est vrai. Je dis écoutez, moi ça ne me dérange pas. Donc déjà avant de transmettre, il faudrait qu'on apprenne à le tolérer. Et même en tant qu'adulte, lorsqu'on est dans des réunions, moi ça m'arrive d'avoir des réunions parfois officielles dans mon boulot, si je lance un autre patois, j'ai des regards sur moi en me disant mais c'est qui cet énergumène? Alors c'est bien toute cette transmission, mais avant tout qu'on le parle, qu'on arrête de le parler que pour faire rire déjà, parce que à force de le parler que pour le faire rire, ça donne aussi ce côté de se dire on le vulgarise quelque part ou on l'utilise que pour faire rire. Donc utilisons-le dans la vie de tous les jours, arrêtons de nous regarder dès qu'on l'utilise, et c'est vrai que, et voilà, et déjà, si on arrive à ça, à pouvoir le parler sans avoir des regards, à ce que nos enfants dans les écoles puissent le parler sans se faire reprendre en disant attention, tu parles pas toi, c'est vulgaire, on parle pas, c'est pas bien. Déjà là, on aura fait, à mon avis, un grand pas en avant, et ensuite on pourra commencer à parler d'enseignement, et voilà. Merci, Philippe Blanchet disait, excuse-moi, Juste pour vous faire sourire un petit instant, j'ai une de mes amies qui est enseignante et une de ses élèves qui parle quasiment que le patois. Et elle lui dit tout gentiment, elle lui dit « Oh, t'as des belles chaussures !» Elle lui dit « T'essayes, il y a les mêmes pour les grands dans les magasins. Hein. » Mais en patois. La maman vient chercher la petite, elle lui dit « Alors, comment ça va, Kelly ? Elle est sage, elle est comme... » Elle dit « Oui, elle est gentille. » Elle dit « Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est son petit accent du terroir. » Et la maman lui répond « Ah bon ? Ah ben pourtant nos maisons ne parlent pas comme ça. Ah non, allez viens non. » Oui, vous avez dit beaucoup de choses toutes très intéressantes, donc ça va être difficile de tout reprendre en compte, mais je voudrais juste réagir commencer par votre dernière intervention, parce que ça c'est mon domaine de spécialité. Ça s'appelle de la discrimination, c'est interdit par la loi. Les droits linguistiques sont des droits fondamentaux, ils sont protégés par tous les textes de protection des droits humains. On ne peut pas empêcher une personne de parler sa langue. Et on n'a pas le droit de dire à un enfant que comme il parle, s'il parle une autre langue, c'est mal, et qu'il n'a pas le droit de parler sa langue, n'a pas le droit de parler la langue de son père, la langue de sa famille. C'est un délit pénal. Je sais que beaucoup de gens l'ignorent et que beaucoup de gens le font sans savoir que ce qu'ils font c'est un délit, mais vous avez parfaitement raison, il va falloir qu'on fasse comprendre aux gens que respecter la langue des gens, c'est respecter les gens tout simplement. Dans tous les textes internationaux, si vous traitez quelqu'un différemment parce qu'il parle une autre langue, c'est aussi grave que si vous le traitez différemment à cause de la couleur de sa peau. Et ça porte un nom que j'ai inventé et qui est maintenant dans le dictionnaire, ça s'appelle de la glottophobie. Sur vos expériences, eh ben c'est très clair. Vous avez déjà développé des outils, vous avez déjà des expériences, il faut repartir de ça. Il ne faut pas réinventer la roue alors que d'autres l'ont déjà inventé avant vous. Alors, bien sûr, c'était peut-être il y a 20 ou 30 ans, mais enfin, il y a 20 ou 30 ans, ce que faisaient les gens, c'était très bien. C'est pas parce que ça a 30 ans que c'est mal. Et donc, je pense que vous pouvez vous appuyer sur tout ce qui a été construit, c'est-à-dire que vous ne partez pas de zéro. Et ça, c'est important de ne pas partir de zéro. Après, la question de l'écriture, alors je sais bien que chez vous c'est compliqué parce que votre langue est tellement proche du français que vous avez, en plus parce que vous êtes français et que les Français ont un rapport à l'orthographe qui est particulièrement bizarre et compliqué, vous avez du mal à
à imaginer comment écrire votre langue. Je comprends. Mais enfin, dites-vous bien d'abord, il y a très peu de langues sur Terre qui s'écrivent. La plupart des langues du monde se parlent et ne s'écrivent pas. Que toutes les langues qui s'écrivent ont d'abord été pendant des siècles et des millénaires des langues exclusivement parlées, et que quand on a commencé à les écrire, elles n'avaient pas d'orthographe, chacun les écrivait comme il voulait, y compris le français, dont l'orthographe n'a commencé à être fixée qu'au XIXe siècle. Molière, si vous lisez la façon dont il écrivait le français, vous vous rendrez compte que il n'écrivait pas deux fois le même mot de la même façon, et qu'il n'avait pas d'orthographe, parce que l'idée d'une orthographe du français n'existait pas à cette époque-là. Donc c'est pas un problème. Tous les gens qui écrivent toutes les langues ont rencontré cette question et ont trouvé des solutions. Je vous rappelle que d'ailleurs l'orthographe du français n'a aucun caractère officiel, il n'y a aucun texte légal qui dit comment le français doit s'écrire et comment on n'a pas le droit de l'écrire. C'est une habitude que les gens ont communément acceptée. Il vous reste à vous mettre d'accord sur une façon d'écrire votre langue et de faire en sorte qu'elle soit communément acceptée. Alors, je connais bien le sujet. Il y a ceux qui se disent mais on n'est pas obligé d'imiter l'écriture du français pour écrire le picard puisque c'est une autre langue. Et il y a ceux qui disent oui mais on est habitué à écrire en français, on est en France et en plus le picard ressemble au français ou le boulonnais ressemble au français, donc il faut qu'on l'écrive un peu comme on écrit le français. Et là ça vous complique terriblement la tâche parce que le français c'est l'une des deux langues du monde qui a le système d'écriture le plus compliqué et en partie le plus aberrant. Donc c'est très avec l'anglais, c'est l'autre langue qui a un système d'écriture qui est très compliqué et très bizarre. Donc ça vous complique la vie, je comprends bien. Mais enfin, on peut écrire toutes les langues. Et toutes les langues ont commencé par être écrites comme elles se prononcent. Je vous rappelle que la plupart des langues du monde s'écrivent exactement de façon phonétique. Moi, qui suis d'origine italienne, comme tous les Provençaux, j'écris l'italien, et l'italien s'écrit comme il se prononce. Et vous ne pouvez pas accuser les Italiens d'être des gens qui ont une langue simpliste, qui n'ont pas de patrimoine historique, et de perdre leur histoire, etc. L'espagnol s'écrit comme il se prononce, le russe s'écrit comme il se prononce, l'allemand s'écrit comme il se prononce, et je peux vous en ajouter encore, le flamand, le néerlandais s'écrit comme il se prononce, et puis il y a des langues bizarres comme le français qui ne s'écrivent pas comme elles se prononcent. Peut-être que se décaler un peu du modèle français vous aidera à prendre un peu de liberté pour écrire votre langue d'une façon simple, accessible, que tout le monde reconnaîtra, que les gens pourront prononcer correctement en la lisant s'ils l'apprennent, et que les anciens qui la parlent reconnaîtront leur langue et diront ouais, c'est ma langue, moi c'est comme ça que je dis. Donc, mais il y a un moment donné, il va falloir que vous trouviez une solution, parce que tant que vous vous direz écrire la langue c'est compliqué, ça va être un obstacle et vous ne passerez pas à l'étape ultérieure, y compris par exemple d'écrire un manuel de langue, d'écrire un dictionnaire, d'écrire une grammaire, d'écrire de la littérature, de sous-titrer les films, mettre les panneaux dans les rues, vous allez vous dire comment on va écrire les noms. Il y a un moment, il va bien falloir que vous vous mettiez d'accord sur quelque chose, et si possible, franchement un conseil, plus c'est simple, mieux c'est. Parce que tout le monde l'apprend très vite et tout le monde le comprend très vite. Il n'y a pas de cours d'orthographe en Italie, ça n'existe pas. On ne perd pas de temps avec ça. Puisque de toute façon, à part 4 exceptions, tout s'écrit comme ça se prononce. C'est très facile d'apprendre. Ma langue familiale, le provençal, s'écrit comme il se prononce. On a eu un prix Nobel de littérature en provençal. A priori, c'est pas un problème d'avoir une écriture phonétique. Vous voyez, on peut même faire de la grande littérature. Donc voilà pour ça. Après, pour finir de répondre à la question, pourquoi les gens apprendraient le boulonnais, pourquoi leur enseigner? Il y a plein de raisons à ça. Alors évidemment, cette langue a été en perte de vitesse à un moment donné où il y a eu des transformations dans la société qui ont été concomitantes mais qui ne sont pas reliées l'une à l'autre. Effectivement, on est passé d'une société où les gens étaient plutôt des gens du secteur primaire qui travaillaient dans l'agriculture ou dans la pêche, ici, chez vous, comme en Bretagne par exemple, à une période où petit à petit on est passé, il y a eu aussi les mines, l'usine, etc., au secteur tertiaire. Et en même temps, pour des raisons qui ne sont pas les mêmes, les gens ont plutôt arrêté ou diminué leur pratique du boulonnais, ils se sont mis à parler français. Mais si on ne les avait pas empêchés de parler boulonnais et qu'ils avaient continué à parler boulonnais, ils parleraient d'informatique en boulonnais. Parce que comment font les gens dans les autres pays? Ils parlent d'informatique dans leur langue. Les Italiens parlent d'informatique en italien, les Russes en russe et les Allemands en allemand. Alors bien sûr, ils peuvent avoir emprunté quelques mots à d'autres langues, mais toutes les langues font ça tout le temps. Moi, quand je parle de mon ordinateur, j'en parle en provençal. Et j'ai un mot pour dire ordinateur, j'ai un mot pour dire la souris, j'ai un mot pour dire il y a un bug, parce que c'est un truc qu'on rencontre souvent. Mes enfants, ma fille m'envoie encore hier un texto, c'est de la technologie moderne, elle m'écrit en provençal.
C'est pas un problème, c'est juste qu'il faut se décider à se dire que cette langue peut être notre langue de notre vie d'aujourd'hui. Alors, des fois, il va falloir retrouver des mots, réinventer des mots qu'on a perdus ou qu'on n'a pas inventés, mais toutes les langues inventées. Ordinateur a été inventé en français. Il y a un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on nomme ce truc. En anglais, ils appellent ça computer, et on a du mal à dire ça en français. On va inventer un mot, on a inventé ordinateur, et ça marche parce qu'on dit tous ordinateur. Mais enfin, il y a 100 ans, ce mot n'existait pas. Donc, pourquoi on ne pourrait pas inventer un mot en boulonnais pour dire l'ordinateur? Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et puis alors, il y a l'autre question, à qui l'enseigner? Ben, les gens qui viennent ici, puisqu'ils viennent ici et que c'est la langue d'ici, ben, c'est normal qu'ils apprennent la langue d'ici. Vous allez quelque part, vous apprenez la langue des gens. Et pas seulement la langue officielle. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Algérie. La langue officielle, c'est l'arabe classique, qu'à peu près personne ne parle en Algérie. La langue de travail, c'est le français. Mais moi, j'ai voulu apprendre à parler l'arabe algérien et le kabyle parce que c'est la langue des gens avec qui je vis, par respect pour les gens avec qui je vis. Je vis en Bretagne depuis plus de 30 ans, j'apprends le gallo et le breton. Et quand ils viennent en Provence, j'aimerais bien qu'ils apprennent le provençal. On vient en France, on apprend le français. On va en Italie, on apprend l'italien. On va à Naples, on apprend le napolitain. Ben, on va à Boulogne, on apprend le boulonnais. Parce que c'est la langue des gens d'ici. Et on n'a pas à justifier. Je ne veux pas apprendre la langue des gens d'ici. Qu'est-ce que tu fais ici si tu ne veux pas apprendre la langue des gens d'ici? Quelle considération tu as pour les gens qui vivent ici si tu ne veux pas apprendre leur langue? Mais pourquoi tu vis ici, du coup, finalement? Ben, vous voyez, c'est ça les questions que ça pose. Le boulonnais, c'est pas une langue en surplus. Je sais qu'on nous a mis ça dans la tête, la langue des Français, c'est le français, les autres langues, c'est en plus. Mais c'est pas vrai, historiquement, le français est arrivé après. C'est le français qui est une langue en surplus, qui nous sert de langue commune. Mais le boulonnais, c'est la langue des gens d'ici. Ben, vous venez ici, vous apprenez la langue des gens d'ici, ce qui ne vous empêche pas d'apprendre aussi le français, parce qu'ici, c'est aussi en France, et qu'en France, on parle français. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'il faut se le mettre dans cette logique-là, et du coup, ben, il y a plein de questions qui ne se posent plus. Ça paraît presque naturel. Simplement, on s'est tellement mis de barrières que ce qui paraît normal ailleurs ne paraît pas normal ici. Hein, vous allez vivre en Flandre belge, vous apprenez à parler le flamand et le néerlandais. Vous allez vivre en Allemagne, vous apprenez l'allemand, ça vous paraît normal. Ben, vous venez à Boulogne, vous apprenez le boulonnais. C'est pas plus compliqué que ça. C'est du bon sens. C'est ça. Voilà. On a déjà le communiqué de presse. Il y a une question dans la salle? Oui. Oui, alors vous l'avez évoqué. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Vous l'avez. Plus près, parce qu'on vous entend pas. Je voulais évoquer la question sociologique. Parce que, notamment pour le parler boulonnais est fondamentalement le parler d'usage de la marine. C'est pas un hasard si les figures emblématiques de la revue, Baptiste et Isabelle, sont un matelot et une matelote. On parlait très peu le patois boulonnais, on va dire, dans la bourgeoisie boulonnaise. Il faut voir ça en tête aussi, et ça renvoie à l'oralité de cette langue. Moi, je suis né à Boulogne voilà, il y a quelques années. Je suis né, c'est un hasard, dans le quartier de Saint-Pierre, et j'ai toujours pratiqué le patois. Je n'ai jamais appris le patois. Parlez dans le micro, vous êtes un peu. Approchez-vous de ce micro, vous êtes un peu. C'est dommage, c'est intéressant, mais on ne comprend pas. Je n'ai jamais appris le patois. Bravo. Je l'ai pratiqué, parce que je l'ai toujours entendu. Et j'ai jamais entendu quelqu'un de mon entourage, dans le quartier Saint-Pierre, m'expliquer que la grammaire boulonnaise, c'était ceci ou cela. On parlait le patois, on comprenait le patois, mais on n'a jamais appris de règles, on n'a jamais appris de définition même de ce qu'était le patois boulonnais. On le parlait. Voilà. Je peux vous donner 2 éléments là-dessus pour vous aider, enfin si ça peut vous aider. La première, c'est que on a dans la tête un modèle d'enseignement classique des langues, traditionnel, ancien des langues, où on pense qu'enseigner les langues et les apprendre de façon, on va dire, scolaire, c'est forcément par l'apprentissage de règles, de grammaire, de conjugaison, etc. Mais c'est l'une des façons qui est très ancienne parce qu'elle vient des méthodes d'enseignement du latin, qui était une langue qu'on ne parlait pas. Mais il y a, et ma collègue ici pourra en témoigner avec moi, depuis les années 1970, en gros, ça date quand même pas tout à fait d'hier, des méthodes où on enseigne et on fait apprendre les langues, comme on dit, de façon active, c'est-à-dire par la parole, par la communication.
Ce qui n'empêche pas, vous avez raison, que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est par l'immersion, c'est de tomber dedans, c'est d'être dans le milieu social, vous entendez tous les gens qui parlent autour de vous, et vous apprenez la langue parce que nous sommes des éponges linguistiques. Alors plus on est jeune et plus on est éponge. Après, quand on commence à grandir et puis à vieillir, l'éponge a tendance à se dessécher un peu, elle capte moins, mais quand même. Bon. Donc ça peut marcher par des méthodes d'immersion. Après, sur l'histoire de la bourgeoisie, là, l'histoire linguistique, elle est bien connue. Il y a eu une époque où à Boulogne, on ne parlait pas français du tout. La seule langue que les gens parlaient, c'est ce que le latin était devenu au contact d'autres langues, et c'était devenu du picard boulonnais, on va l'appeler comme ça si vous voulez bien. Et puis après, comme le pouvoir roi, vous êtes devenu français, je ne sais pas à quelle date, il y a longtemps, vous, je suppose, hein, probablement, vous êtes devenu français, comme le pouvoir royal est à Paris, la langue du pouvoir a été la langue de Paris, de l'Île-de-France, qui est le français, que les linguistes appellent le francien. Et du coup, les bourgeois et les aristocrates locaux, pour s'approcher du pouvoir et pour essayer d'en bénéficier, ils ont appris la langue du roi, qui ensuite est devenue la langue du pouvoir central. Et on sait très bien que dans toutes les régions de France, les bourgeois sont les premiers qui ont appris le français. Et petit à petit, ça a imprégné les populations. Ce qui a donné l'impression fausse à un moment donné que les langues dites régionales n'étaient que des langues populaires. Mais elles sont devenues des langues populaires parce que les bourgeois se sont mis à parler français. À une époque, ici probablement au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge et peut-être un peu plus tard, chez nous jusqu'au début du XXe siècle, tout le monde parlait provençal, quelle que soit sa classe sociale. C'était la langue normale. Alors évidemment, le provençal a un statut qui est un peu plus reconnu, on va dire, que le picard boulonnais sans doute, mais voilà. Et puis après, les bourgeois se sont mis à parler français, et du coup, le provençal est resté la langue des paysans, la langue des ouvriers, la langue des pêcheurs, la langue de la mer, parce que nous, on a des ports aussi. Mais ça, si on le regarde aujourd'hui, c'est une illusion d'optique. Et du coup, on a l'impression qu'on a d'un côté la bourgeoisie qui parle la langue de prestige, et le petit peuple qui parle le patois, justement. Mais c'est une illusion d'optique. Si vous refaites le parcours historique, vous retomberez sur une époque où le français, c'était une langue étrangère qu'on parlait dans un pays à côté. Ça change aussi, là, la perspective qu'on peut avoir sur le rapport à la langue. Philippe? Oui, Pascal Chivet, le président de la revue. Oui. Ah. Oui, oui. Metteur en scène. Oui, vous disiez Acteur. tout à l'heure que... Non, ils vont m'entendre. C'est un acteur, il a la voix qui porte. Vous disiez tout à l'heure que l'italien s'écrit comme il se prononce. S'écrivait comme il se prononçait. Et tout à l'heure, Sylvie parlait de phonétique. Oui. Quel est le rôle de l'accent dans la langue? Tout à l'heure, j'écoutais une conférence de presse du sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galtier, qui est castré. Et au lieu de dire cette compétition, il disait cette compétition. Oui. Et donc, du coup, je pense que l'accent a un rôle important aussi à jouer dans l'écriture, dans la phonétique, etc. Alors, ce qu'on appelle un accent, c'est un mauvais terme qu'on emploie en français ordinaire, c'est une prononciation propre à un lieu particulier, un milieu social particulier ou un pays particulier, parce que des gens qui parlent français, il y en a dans le monde entier, mais c'est juste une prononciation. Et comme toutes les langues sont variées, aucune langue n'est prononcée partout de la même façon, quelle qu'elle soit. Aucune langue a les mêmes mots partout, aucune langue a les mêmes tournures grammaticales partout. La langue varie, en l'occurrence, selon les endroits. Alors vous disiez tout à l'heure, oui, mais le patois d'ici, c'est pas le même que à côté, c'est pas le même que dans l'Artois, c'est pas le même picard que, j'en sais rien, dans le Valenciennois, ou de l'autre côté de la frontière. Bien sûr, mais c'est vrai aussi, ce que vous dites, c'est justement que c'est vrai aussi pour le français. Après, pour l'écriture, vous avez deux solutions. L'une qui consiste, c'est ce qu'on fait en provençal, c'est ce qu'on fait en Corse par exemple, à dire, vous écrivez comme vous prononcez. Donc, si vous prononcez « et », vous écrivez « et », si vous prononcez « i », vous écrivez « i ». Et chacun écrit selon sa prononciation. En général, ça ne pose pas de problème parce que c'est des détails de prononciation. J'ai vraiment l'habitude parce que ma langue s'écrit comme ça, j'écris tout le temps comme ça, et vraiment, on ne fait même plus attention à ça. Soit vous dites, on va l'écrire d'une seule façon et chacun le prononcera selon sa façon. Alors par exemple, le français s'écrit d'une seule façon, c'est plus compliqué. Vous écrivez 7, il y a des gens qui disent 7, c'était quoi le mot qui venait après? 7 équipes, je crois. 7 compétitions. Alors il y a des gens qui disent 7 compétitions, il y a des gens qui disent 7 compétitions, il y a des gens qui disent cette compétition. Tout le monde écrit le mot de la même façon, on le prononce de façon différente.
C'est un choix qu'il faut faire, et ça fait partie, il n'y a pas un choix qui soit meilleur que l'autre. Hein. On pourrait imaginer, si le français s'écrivait comme s'écrit le provençal ou le corse, que les gens qui disent 7, ils écrivent, mettons CET, les gens qui disent 7 compétitions, ils écrivent CE-TE ou CE2TE, et les gens qui écrivent cette compétition, ils écriraient, alors du coup c'est pas un C, parce qu'en français ça marche pas, ils écriraient STE compétition. Ça pourrait être ça. Voilà, c'est juste vraiment... mettez-vous bien dans l'idée que, au départ, tous les systèmes d'écriture, sauf les hiéroglyphes pour l'Égyptien et une partie des idéogrammes chinois, mais là on est dans un autre univers culturel, les systèmes d'écriture, ça consiste à transcrire la parole. Donc les gens, ils ont inventé des signes qu'on appelle des lettres, et avec les lettres, ils ont écrit les sons. Puis après, il y en a quelque part qui les ont compliqués, ou qui ont... La langue a évolué, c'est ce qui est arrivé pour le français. Enfin, le français, il a eu tous les travers, il n'a pas eu de chance, mais bon. La langue, en fin de compte, on écrit aujourd'hui le français, je caricature un peu comme on le prononçait au Moyen-Âge. C'est comme s'il avait, l'écriture avait arrêté de suivre l'évolution de la prononciation du français. Bon, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en plus on a rajouté des lettres étymologiques, y compris qui ne sont pas les bonnes, enfin bon, bref, mais voilà. Mais on peut, du coup ça fausse notre perspective de l'écriture, parce que comme vous avez été alphabétisé en français, moi aussi, on a l'impression que c'est normal qu'une langue s'écrive d'une autre façon que sa prononciation. Mais l'écriture d'une langue, normalement, c'est phonétique. Et il y a des cas bizarres où c'est pas phonétique. Si vous renversez des choses comme ça, parce que je sais bien en français, du coup on dit oui il écrit de façon phonétique donc il écrit mal. Mais si vous voyez ça depuis un autre univers linguistique, il écrit de façon phonétique donc il écrit d'une façon normale, puis il y a des gens bizarres qui écrivent d'une façon pas phonétique. Vous voyez, on peut renverser la perspective. Donc si vous la renversez, ça va vous simplifier les choses. Et votre position sur l'écriture inclusive? Ben d'abord il faudrait savoir ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Moi j'appelle l'écriture inclusive toutes les façons d'inclure le féminin dans le masculin. Donc quand je dis bonjour à toutes et à tous, et si j'écris à toutes et à tous, c'est de l'inclusif. Voilà, si je dis les personnes qui sont dans la salle, au lieu de dire qu'est-ce que je pourrais dire, les hommes qui sont dans la salle, ben c'est de l'inclusif parce que personne n'inclut le féminin alors que l'homme n'inclut pas le féminin, enfin pas nécessairement le féminin. Et puis il y a aussi des gens qui ont inventé un système d'abréviation pour ne pas redoubler, au lieu d'écrire les étudiants et les étudiantes, ils écrivent les étudiants.e. Voilà. De la même façon qu'au lieu d'écrire monsieur, vous mettez M point au lieu d'écrire monsieur. C'est un code, bon, il y a des gens qui trouvent que ça marche bien, dans mon université on trouve que ça marche bien, parce que c'est comme ça qu'on fait, y compris dans nos documents officiels, parce que du coup on gagne de la place, tout bêtement, hein, voilà, c'est plus rapide. Il y a des gens que ça embête, si ça les embête, qu'ils ne l'écrivent pas, et puis voilà. Il y a des gens qui écrivent clé avec un F, moi j'écris clé sans F, parce que évidemment, comme j'ai appris à écrire d'autres langues où on écrit comme on prononce, je dis, ils sont quand même bizarres ces Français à mettre un F qui ne prononcent pas, donc puisqu'on me dit que je peux ne pas le mettre, je ne vais pas le mettre, voilà. J'écris poids avec un D, parce que tout le monde écrit poids avec un D, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un D à poids, mais dès que je peux, j'essaye de m'approcher de la prononciation. Il faut dire aux gens, il y a plusieurs façons d'écrire, celle qui vous plaît, vous la choisissez, quand vous avez la possibilité de choisir. Il y a plus de 500 mots en français qui ont plusieurs graphies possibles. C'est pas beaucoup par rapport aux centaines de milliers de mots d'une langue, mais ça prouve que c'est possible d'avoir plusieurs façons d'écrire un même mot. Donc il y a des gens qui préfèrent l'écrire comme ça, des gens qui l'écrivent autrement. Finalement, le principal, c'est qu'on arrive à se lire. Parce que quand on écrit, c'est pour être lu. Et c'est pas pour être oralisé, il ne faut pas se tromper. Vous arrivez à lire l'écriture inclusive? Ah oui, ça me pose strictement aucun problème. Mais bon, je lis plein de langues différentes et je trouve que le français est déjà un système tellement compliqué avec plein de trucs en plus qui servent à rien qu'on me rajoute un point en plus. Franchement, ça me gêne pas. Hein. Voilà. Donc, mais c'est parce que je suis habitué à regarder l'écriture du français comme ça. La preuve, on écrit poids avec un D, et le D il sert à rien. On écrit clé avec un F et le F il sert à rien. Et je peux vous en voilà, il y en a plein des comme ça. On écrit qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Ils sont avec un T et le T il sert à rien. On pourrait très bien écrire SON. Vous voyez ce que je veux dire? L'écriture texto ne vous gêne pas? C'est une façon de mettre des abréviations dans le français pour pouvoir le faire entrer dans un nouveau support technologique. Comme quand on fait une écriture mathématique ou quand on prend des notes à l'université, vous avez fait ça comme moi, vous prenez des notes, vous écrivez tant TPS, où on écrivait philo, on écrivait un signe avec, voilà, c'est exactement le même principe. Il y a des gens qui, dans un contexte précis, parce qu'il y a des contraintes, ils s'adaptent aux contraintes et ils inventent quelque chose qui répond à cette situation-là.
Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'ils l'inventent pour cette situation-là. Ils ne vont pas l'utiliser en dehors de la situation, parce que du coup, c'est pas adapté à l'autre situation. Donc qu'on écrive des textos comme des textos, en plus c'est en train de disparaître, parce que depuis qu'il y a les forfaits illimités, qu'on peut écrire autant de signes qu'on veut, du coup on n'a plus besoin de faire court. Voilà. C'est surtout au début, rappelez-vous, quand on avait les textos limités à 40 signes, sinon on en payait 2. Alors là, bon voilà, maintenant on fait moins ça. Maintenant les gens ils font des vocaux. Oui, on fait aussi des... Voilà. On s'adapte à l'évolution des supports technologiques. C'est la vie de la société et la langue suit la vie de la société. Et je pense que c'est vrai pour le français qui est une langue très utilisée, c'est vrai pour l'anglais ou l'espagnol qui sont des langues très utilisées. Et si on se dit que nos langues, à dimension plus locale, on voudrait qu'elles soient aussi très utilisées, il ne faut pas les figer, parce que si on les fige, on les empêche de vivre avec le monde dans lequel elles vivent. Le monde change, il faut que les langues changent. Sinon les langues deviennent inadaptées au monde et on finit par être dans la configuration, on se dit oui mais c'est des langues de l'ancien temps et on n'en a plus besoin aujourd'hui. Et donc il faut les adapter au monde dans lequel on vit. Alors des fois on est attaché, moi aussi je suis attaché à des formes de ma langue qui sont celles que j'entendais parler par ma grand-mère, ou je trouve bizarre la façon dont les jeunes utilisent les signes de ponctuation en français par exemple, parce que moi j'ai pas appris à ponctuer comme ça. Moi j'ai pas envie de faire comme eux, mais je leur laisse la liberté de faire comme ils ont envie. Après tout, ils me laissent bien la liberté de faire comme ça me plaît à moi. Je ne sais pas pourquoi ça irait pas dans les deux sens. Alors, vous oubliez de préciser quand même que... Oui. Vous disiez que les deux langues les plus complexes sont le français et l'anglais. Et en fait, on est conscient ici que on est fier de dire patois boulonnais, donc on va dire patois boulonnais est un dérivé du picard, mais mêlé à de l'anglo-saxon. C'est peut-être ça en fait notre complexité, c'est qu'on a à la fois du français et de l'anglais mêlé. Parce qu'on a eu vraiment une forte colonie anglaise présente sur notre territoire qui est née au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Et puis aussi, on est une terre, je pense qu'on est une ville côtière donc qui a brassé, mais à travers, que ce soit les conflits ou d'autres, le commerce, beaucoup de populations différentes avec des langages différents. Et c'est ce qui a fait, je pense, la complexité. Ici, de pouvoir en écrire une en fait. Une question dans la salle? Oui. En juin, je suis allée à une conférence aux Annonciades. Il y avait les soleils boulonnais, c'était sur les revues boulonnaises. À la fin, toute la salle s'est mise debout pour chanter les keepers. Est-ce que les keepers c'est du patois ou pas du patois? Mais toute la salle entière. Donc si on pouvait apprendre à chanter les petits bouts, les enfants, en patois, on aurait la réponse tout de suite. Il faudrait déjà chanter le petit quinquin. Est-ce que vous pourriez chanter le petit quinquin? Oui, écoutez, moi je peux vous chanter, Moi je peux vous chanter le petit quinquin. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous seriez capable de tenir le discours que vous avez tenu en patois boulonnais et nous prouver ainsi que c'est une langue parlée? Moi? Et si vous voulez, oui. Pouvez-vous tenir un discours d'une certaine tenue en patois boulonnais, en dehors simplement des domaines conventionnels? Excusez-moi, monsieur, déjà je peux vous parler en patois, oui, mais le fait de préciser avec une certaine tenue, je m'excuse, mais c'est discriminatoire. Mon patois a autant de valeur que votre patois. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Vous pouvez tenir un discours sur la langue en patois? Non, je ne suis pas là pour faire une conférence. Est limité à certains domaines. Oui. Mais monsieur, moi je viens ici sans aucune prétention. Je viens ici sans aucune prétention. Vous voulez que je le fasse en patois, je vais le faire en patois. Et je viens ici sans aucune prétention. Moi, on m'a invité. Je viens ici juste pour participer à la sauvegarde de notre patrimoine linguistique régional. Voilà, c'est tout. Moi, je n'ai aucune. Je ne viens pas là pour défendre un titre, je n'en ai aucun. Je viens juste pour participer, donner les idées que je peux. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous voulez que je parle en patois? Je parle en patois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, vous venez là? Chut, vous voulez? Comment? Chut, vous voulez? Est-ce que je veux? Posez-moi une question, je vous réponds. Eh bien, allez, racontez-moi ce que vous avez fait à Noël.
Ce que j'ai fait à Noël, vous croyez vraiment que ça va faire avancer? Vous croyez vraiment que ça va faire avancer le débat? Non, je crois pas. Je vous invite, monsieur, et je vous invite, monsieur, si vous n'avez pas encore vos places, mais ça sera en 4e galerie, à venir et soir voir une représentation de la revue, et là on m'entendrait parler en patois, et vous écouterez mes textes en patois, et on aurait pour 3h30. Je vous rappelle que Sylvie est autrice, et donc forcément qu'elle écrit, et qu'elle joue, et qu'elle parle, donc patois, voilà. Mais par contre, et je vous invite à venir avec des cachets, parce qu'on risquait de quérir de vos cahiers. Qui attend depuis un moment pour poser sa question, monsieur? Ça fait un rude bain. Voilà, on n'a plus que 5 minutes, donc c'est les dernières questions, je suis désolé, mais il faut laisser la place libre après pour que les techniciens puissent préparer le spectacle qui va se dérouler tout à l'heure, à partir de 20h30. Je vous le rappelle. Monsieur, au centre des derrière. Monsieur d'abord. Merci Gramin de m'avoir invité. Enfin, non, de m'avoir invité. Gramin, je suis Gramin Carmé. Non, je voulais justement prendre la parole parce que déjà je suis très content qu'il y ait une table ronde sur le dialecte, parce que ni je dis pas le patois, je dis le dialecte boulonnais. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Cyril Gendron, je voyage pas mal à travers l'Europe, je suis trilingue, picard, Netherlands, et puis anglais aussi. Le néerlandais, je l'ai appris tout seul parce que ici ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enseignement, et puis c'est aussi une des langues de Boulogne, puisque avant on parlait au 8e siècle X, avant le latin, et j'ai 28 ans, j'ai 27 ans, je suis sur 28 maintenant, et je me suis toujours intéressé, enfin plus ou moins aux questions linguistiques, et notamment sur le dialecte boulonnais que j'aime vraiment parler plus que le français. Pourquoi? Parce que bon, pour moi, le boulonnais, c'est une manière de se démarquer. C'est notre identité. Et puis, le problème, c'est que dans cette ville où j'ai toujours vécu, bon, je suis de Pont-Bric, mais dans cette ville où j'ai toujours vécu tout ça, j'ai aussi mon histoire, mes souffrances. Est-ce que vous avez une question à poser? Oui. Je suis désolé, mais le temps passe. Oui, je vais essayer d'être bref. Simplement, j'ai une analyse aussi, puisque comme je suis pas mal, je marche seul, etc. Il y a un problème, c'est qu'il y a des gens qui souffrent et qui parlent le dialecte. Et puis, bon, mes parents m'ont déjà repris à plusieurs reprises ça, parce qu'il fallait que je parle le français, mais j'aime bien mieux parler boulonnais, parce que je me sens mieux à boulonnais. Mais je sais qu'à Boulogne, il y a aussi pas mal de personnes qui sont dans la détresse sociale, et des personnes qui habitent dans certains quartiers d'un Boulogne, ou même dans la campagne, à Epec ou autre, qui ont pour langue maternelle le picard, le boulonnais, mais qui n'ont pas le français. Et je trouve que c'est des personnes qui sont discriminées sur le marché de l'emploi, sur toutes ces choses-là. Donc, moi voilà, après je viens dire qu'il faut donner une autre image, et aussi avoir une image progressiste de ce que le boulonnais peut aussi apporter ici, en France, en Europe et dans le monde. Vous allez dans le sens, je suis désolé, vous allez dans le sens de ce qui a été dit effectivement précédemment. Oui, mais c'était important que je puisse le rappeler, puisque je crois qu'on a une élue ici qui est arrivée, et je me demande aussi ce que la ville et l'agglo notamment feront. Est-ce qu'ils auront la volonté, une fois pour toutes, de nous faire changer aussi le regard sur le dialecte, et notamment sur les langues? Est-ce qu'ils auront la volonté au moins de dire qu'on est vraiment fiers d'être boulonnais, qu'on est fiers de parler aussi notre dialecte? C'est une bonne question, effectivement. Il va falloir interpeller les élus. On l'a dit tout à l'heure, et le rectorat, pour que les choses avancent. Voilà, je suis désolé, je vais très rapidement là. Juste pour vous dire, monsieur Gendron, moi, en somme, je représente la ville, puisque je suis fonctionnaire de la ville. Donc, si aujourd'hui cette table ronde est organisée, c'est justement pour que l'idée, c'est un point de départ, mais après, il
il faut que vous puissiez aussi participer à la construction de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire ce qu'on disait, hein, ça peut être sur toute la ville, avoir des affichages, les indications de nos quartiers. D'ailleurs, certains de nos quartiers ont une connotation qui est dérivée. Hein, et donc, c'est le but, en fait, voilà, c'est le but, justement, que l'ensemble du territoire, en tout cas tous ceux qui sont volontaires, puissent nous suivre dans cette démarche. Voilà, pour terminer, je voudrais vous donner quelques titres d'ouvrages, puisqu'on a parlé de l'existant, on a parlé du passé, on sait qu'on ne part pas de zéro, comme l'a dit Philippe Blanchet, on va pouvoir construire sur quelque chose qui existe, et il existe des ouvrages. Alors, je voudrais simplement en citer quelques-uns. Le vocabulaire de patois boulonnais du Shannon-Aigneray. Là, on est dans l'histoire, hein, c'est la fin du 19e, publié par la Société académique du Boulonnais, donc je me devais d'en parler. Le glossaire du patois des matelots boulonnais d'Ernest Dosseil, qui était l'archiviste de la ville de Boulogne-sur-Mer, historien de Boulogne. La grammaire et vocabulaire du patois des quartiers et des faubourgs de Michel Lefebvre, dont nous avons parlé tout à l'heure. Le parler de la Borrière de Jacques Mailleux, qui est ici parmi nous et dont je le remercie de sa présence. Également auteur d'un dictionnaire, le dictionnaire du patois picard du Boulonnais, publié aux éditions Christian Navarro de Boulogne-sur-Mer. Et puis les ouvrages de Jean-Pierre Dickès, l'ancien président de la Société académique, bien sûr. Il y en a plusieurs, et dont le dernier dictionnaire s'intitulait en 2002 « Le patois de la côte ». Voilà, donc tous ces ouvrages sont des ouvrages de référence sur lesquels on pourra s'appuyer. Et les guenelles. Et voilà, et les guenelles. Et les guenelles, voilà, et les guenelles, oui, bien sûr. On pourra s'appuyer sur tous ces ouvrages, bien sûr, pour la suite. Je voudrais remercier tout d'abord tous nos intervenants. On peut le faire d'ailleurs par des applaudissements. Je voudrais principalement remercier Philippe Blanchet, qui nous vient de Rennes, bien sûr, qui nous a fait là une démonstration érudite sur les langues régionales, magistrale sur les langues régionales, qui apporte beaucoup d'informations, qui nous a apporté, je pense, beaucoup d'informations, qui nous a aussi transmis une forme d'optimisme et d'encouragement à aller continuer ce travail en commun. Donc travailler ensemble, à travers peut-être un groupe de travail que nous avons initié et qu'il nous faudra élargir, voilà, bien sûr, avec vous qui êtes venus aujourd'hui, qui avez témoigné de votre intérêt pour le patois boulonnais, pour le boulonnais. Voilà, on aura l'occasion de vous recontacter et puis pour travailler ensemble à nouveau. Voilà. Et puis quelques mots que j'ai retenus, voilà, mais on essaiera de retranscrire le contenu de cette table ronde sous une forme ou sous une autre et de transmettre également ce compte rendu. Il est interdit d'interdire de parler notre langue. Faisons simple, trouvons une solution ensemble. Voilà, on peut écrire, vous l'avez dit, selon, en utilisant la prononciation, hein, écrire de manière phonétique. Voilà, plein de choses comme ça qui nous ont été transmises, qu'on retiendra, je suis sûr, très longtemps, et ça nous aidera à rebondir pour demain. Merci à tous, on laisse la place maintenant aux comédiens de la revue locale. Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir ce spectacle, eh bien n'hésitez pas, peut-être pas ce soir, s'il n'y a plus de place, mais une autre fois. Merci et à bientôt.